tout le monde ici ne connaît pas forcément aussi bien que Galia, par exemple, Manuel Pénicaud. Donc je dis simplement qu'il est chargé de recherche au CNRS, qu'il est membre de l'IDEMEC, qu'il a beaucoup travaillé, et qui continue de beaucoup travailler sur la question de l'anthropologie, on va dire, du pèlerinage. Il a été le maître d'œuvre, on peut dire, d'une exposition importante au MUSEM sur les lieux saints partagés, qui va circuler d'ailleurs. Et qui est en train de circuler. Et très très belle exposition qui ouvre sur ces questions d'anthropologie de l'hospitalité aussi, anthropologie religieuse de l'hospitalité. Sur la question du rapport interreligieux et justement abordé aujourd'hui à partir d'une figure très très particulière, très importante et très particulière, celle de Louis Massignon. Alors pour ceux qui sont intéressés par ça, il y a des choses qui vont circuler, mais pour ceux qui s'intéressent aux figures d'exception assez, ça tu vas en parler, assez singulière, il y a celle de Louis Massignon. Aujourd'hui, on va en avoir un extrait, mais il y a aussi le très bel article que Manuel a écrit pour Ethnologie française, un numéro sur les figures d'exception, justement, un article sur le père Paolo Dall'Olio, qui est un type formidable, dont on ne sait pas s'il est encore aujourd'hui vivant ou mort, plutôt mort. Même qui est en Syrie. Et qui est venu se constituer, c'est ça, je cherche le terme otage, sur le principe de la substitution en Syrie. Donc, voilà. La substitution qui est un concept massignonien, justement. C'est vrai, oui, formidable. Parce que les deux sont l'un est le disciple de l'autre. Alors je te laisse parler de Louis Massignon. Donc bonjour à tous et merci d'être venus aujourd'hui pour m'écouter et au sujet de cette figure donc, de Louis Massignon, sur laquelle donc, je vais commencer avec ce portrait et cette citation « Je ne suis pas de ceux qui pensent que l'authenticité d'un savant se limite au travail de cabinet ». Donc qui a le mérite de poser la question, de savoir ce qu'est ou n'est pas, selon Louis Massignon, un savant, et en faisant notamment allusion au travail de terrain, qui peut nous intéresser évidemment en tant qu'anthropologue. Donc je travaille, comme Nicolas l'a dit, sur cette figure savante depuis de nombreuses années, mais l'angle du programme VISA me permet de développer aujourd'hui de nouvelles pistes. En effet, en me basant sur l'argumentaire de ce programme, j'ai pu tirer des fils pour tisser au mieux cette communication. Donc il s'agit bien sûr d'un tissage inachevé, mais qui alimente déjà des réflexions plurielles sur le chantier biographique que je suis en train de conduire et sur lequel je reviendrai plus tard. Donc Massignon est assurément un personnage complexe, ambigu et méconnu, notamment du grand public. Donc il a doublé d'une réputation parfois sulfureuse. Cette méconnaissance a donné lieu à plusieurs caricatures, notamment d'espions ou bien de savants fous. Enfin, il y a eu pendant des années, de longues années, ce genre de réputation qui a circulé, jusqu'à ce qu'une réédition critique en 2009 d'une partie de son œuvre vienne donner une vision plus complexe, justement, et nuancée du personnage. Donc il s'agit dans la collection bouquins des écrits mémorables chez Lafon. Donc c'est 2 tomes de 1500 pages, de la reprise de beaucoup d'articles, de conférences, de cours au Collège de France, et qui montre justement, qui a prétention à montrer une globalité beaucoup plus forte, et en tout cas même rigoureuse aussi sur le plan scientifique. Donc ensuite, je glisse dès maintenant en introduction quelques repères biographiques que vous pouvez feuilleter, regarder à la volée. Quelques repères biographiques de ce personnage, professeur au Collège de France et témoin du XXe siècle, dont il fut aussi un acteur de premier plan, notamment sur le plan politique, j'y reviendrai. Donc je vais tâcher d'esquisser ici devant vous sa courbe de vie. Donc c'est une expression massignonienne en fait qu'il employait lui pour la figure de Hallaj, qui est en fait son œuvre maîtresse, c'est ce saint musulman. Donc il s'est déjà lui intéressé à la courbe de vie de Hallaj, et du coup je reprends, je ne suis pas le seul, cette expression pour parler de Massignon. Ou plutôt sa trame au sens large pour filer la métaphore du tissage dont j'ai parlé. Donc sur le plan académique, Massignon a consacré sa thèse en 1922, une thèse monumentale en 4 volumes à la figure de Hallaj, et qui a fait date parce qu'elle consacre justement l'étude du soufisme
donc de la mystique musulmane, comme partie prenante de l'islamologie, ce qui à cette époque-là n'était pas encore véritablement de mise. Un fait assez exceptionnel, de 1919 à 24, il est nommé suppléant d'Alfred Le Châtelier, qui était titulaire de la chaire de sociologie et de sociographie musulmane au Collège de France, avant même d'avoir soutenu sa thèse. Et donc en 1926, il accède à cette chaire qu'il occupera jusqu'en 1954. Parallèlement, du côté académique toujours, il deviendra directeur d'études de sciences religieuses à l'EPHE en 1933, président de l'Institut des études iraniennes en 1947 et président du jury d'agrégation d'arabe en 1946, ce qui est très important parce qu'il a une passion, hein, si je puis dire, là ça dépasse même la vocation scientifique, mais il a une fascination pour l'arabe en fait. C'est un des plus grands arabisants de son temps, d'où qu'il soit nommé président du jury d'agrégation. On peut le qualifier, alors j'essaye cette expression de savant pluraliste, à la croisée de plusieurs disciplines, donc l'islamologie, la sociologie, l'histoire, l'ethnographie aussi, l'archéologie, parce qu'il a fait il a une formation d'archéologue aussi, mais aussi de linguistique ou de topographie. Donc faisant preuve d'un appétit insatiable de connaissances, il rappelle à certains égards les savants de jadis qui conciliaient médecine, philosophie, histoire, enfin tout, littérature aussi ou poésie, et qui s'efforçaient, pour reprendre l'idée de Michel Foucault, présentée dans l'argumentaire de Visa, qui s'attachait de faire de leur vie une œuvre. En tout cas, il fait penser à ces figures-là. Et donc à cette idée aussi que j'emprunte à cet argumentaire de savant polygraphe qui écrit donc dans de nombreux domaines. Car si l'on connaît principalement ses travaux sur l'islam et le soufisme, Massignon a étendu ses recherches à d'autres registres, que ce soit la littérature, l'art, l'esthétique, la science politique, l'histoire des sciences, d'où la qualification de savant à la production océanique, donc cette qualification par François Angelier, donc il est l'un des co-éditeurs de ses écrits mémorables, en fait, qui a supervisé cet ouvrage chez Lafon, et donc qui a acquis dans une introduction à cette formule que je reprends. Donc en résumé, on le voit, il a une dimension aussi de savant de cabinet, c'est-à-dire de bureau, etc., mais aussi d'un homme de terrain qui n'hésite pas à répéter les séjours prolongés en Orient, qui favorise justement cet enracinement de cœur, à la fois dans ses cultures, dans ses pays, et puis dans cette langue, comme je l'ai dit, qu'il habite. Et à la fois en tant que chercheur, mais aussi, j'y reviendrai, dans un rôle aussi d'expert diplomate, si on peut rapprocher ces deux termes. Donc sa fonction de chercheur l'amène à être expert, et du coup à avoir un rôle diplomatique très important pour cette France de la Troisième République, puis même de la Quatrième République, sous le général de Gaulle, qui va lui octroyer un passeport et un visa diplomatique pour pouvoir circuler librement un peu partout. Alors à propos de l'orientalisme, après sa mort, il a été qualifié parfois de dernier orientaliste, parce qu'il a mis fin, ou il aurait mis fin, à un certain orientalisme impérialiste, unilatéral et européocentré. Et il est d'ailleurs l'un des rares qu'Edward Saïd ne fustige pas, un des rares orientalistes qu'Edward Saïd ne fustige pas, et qui reconnaît en lui, je cite, peut-être le plus connu des orientalistes français modernes, et celui qui a eu le plus d'influence, et dont l'une des grandes réussites a été de rendre l'érudition traditionnelle utile pour le monde politique moderne. Alors, toujours pour brosser un peu cette présentation, sa carrière dépasse bien sûr le cadre national français, puisqu'il a été invité dans le reste du monde, comme aux États-Unis, au Canada, aux Indes, au Japon, et même en URSS 2 fois, en tant que visiting professor, enfin ce genre d'échange qu'on connaît bien, ou par des académies prestigieuses, si bien qu'à la fin de sa vie, il était reconnu par un nombre assez important je vais citer par exemple l'Académie royale d'Afghanistan, de Belgique, du Danemark, d'Espagne, de Hollande, d'Iran, de Suède, les académies de Bagdad, du Caire, de Damas, il y en a une flopée, si vous me permettez l'expression. Donc il a donc une reconnaissance assez vraiment concrète. Et influencé par les sciences humaines naissantes du XXe siècle, Massignon ouvre la voie à toute une génération de savants. Donc nous en parlions juste avant, par exemple de Jacques Berck, Henri Laouste, Henri Corbin, Maxime Rodinson, Louis Gardet, aussi Eva de Vitré-Meyerovitch, qui est moins connue parce qu'elle n'a pas je crois qu'elle n'a pas été une universitaire
de façon très poussée, mais en tout cas elle est connue sur ses études sur Rumi. Et donc voilà, toutes ces figures dont la renommée n'est plus à faire. Et au regard de cette filiation intellectuelle, il peut être considéré à juste titre comme l'un des pères de l'islamologie française. Comme nous le disions juste avant avec Nicolas, c'est une figure nodale en fait de ce XXe siècle, finalement auquel chacun se coltine, ou que chacun rencontre aujourd'hui dans ses travaux sur ces questions-là. Donc la production scientifique de Massignon est littéralement pléthorique. Donc publié au début des années 60 dans des mélanges, la bibliographie exhaustive représente une centaine de pages. Donc je ne sais pas exactement même le nombre d'entrées, mais c'est quelque chose d'assez faramineux et concerne de nombreux domaines, comme je l'ai signalé. Et puis je peux signaler aussi tous les ouvrages sur Massignon, donc là aussi depuis qu'il est parti. Donc il est décédé en 62, donc depuis régulièrement, donc moi j'en fais partie aussi finalement. Il y a toute une réécriture sans cesse de ce finalement, pas que de sa biographie, mais en tout cas sur son œuvre. Alors des essais biographiques, il n'y en a pas eu tant que ça. Alors je mets justement le premier que j'ai pas amené malheureusement, qui s'appelle Parole donnée. C'est lui qui l'a écrit avec Vincent Monteil, qui était un islamologue converti à l'islam, qui l'a aidé à mettre en forme justement toute une série d'articles et de pensées. Donc, mais on est déjà presque dans l'autobiographie en fait, avec Parole donnée. Mais c'est donc lui qui l'a écrit. Donc dès 64, il y a aussi cet ouvrage de Jean Morillon qui est assez intéressant. Et puis surtout l'ouvrage de Christian Destromeaux et Jean Moncelon. Jean Moncelon a enseigné à Toulouse. Hier, j'étais avec quelqu'un qui a suivi ses cours, et donc c'était par hasard. Et cette biographie quand même fait date, et encore, elle est très, 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 très fouillée et très intéressante. Et il y a aussi donc cet ouvrage dont j'ai parlé, Les Écrits mémorables, dirigé par Christian Jambet, qui n'est pas une biographie, mais qui a un certain nombre de pages très, très poussées et instructives sur la question. Donc l'historique de mes travaux. Donc j'ai commencé à travailler il y a une quinzaine d'années, ou un peu moins, sur Massignon, et j'espère, finalement, je pense que je vais continuer longtemps, vu que tant il y a à dire. Et notamment aussi l'idée maintenant qu'il faut du temps, parce que appréhender son œuvre, si tant est que ce soit possible d'en faire le tour, nécessite qu'on s'y accroche bien, parce que le style, notamment même littéraire, est ardu, alambiqué, mystique aussi, et donc pas si évident à déchiffrer, j'y reviendrai. Donc j'ai consacré ma thèse, qui est ici, donc du coup, d'anthropologie, entre 2003 et 2010, à un pèlerinage islamo-chrétien dédié aux 7 dormants d'Éphèse, connus en islam et en christianisme, dont j'ai parlé l'an dernier ici, d'ailleurs sur l'invitation de Galia. Donc un pèlerinage fondé en 54 pour une paix sereine en Algérie. Donc c'était juste avant le début de la guerre d'Algérie. Et je glisse que c'est pas anodin 54-55, c'est que c'est l'année de sa retraite universitaire. Donc il y a peut-être quelque chose c'est une hypothèse, mais c'est au moment où il sort du cursus académique qu'il devient entrepreneur de pèlerinage. Et je crois qu'il y a quelque chose dans la vie publique, parce qu'il est déjà acteur interreligieux, mais en secret ou dans des cercles intimes, j'y reviendrai. Mais là, il y a une visibilisation, il y a une publicisation de son statut, où du coup, peut-être qu'il s'affranchit en fait de certaines limites qu'il respectait quand même en étant dans l'académie. Donc je vous fais circuler du coup, là c'est une autre édition du bouquin sur les 7 dormants, mais dans laquelle il y a une grande partie sur Massignon bien sûr, parce que du coup ce livre fait un peu, c'est une thèse d'anthropologie, mais avec une grande partie historique qui retrace l'histoire de la fondation, et après il y a toute une ethnographie sur le pèlerinage actuel qui subsiste en tout cas, qui s'est maintenu. Et donc cet ouvrage fait un peu le tour de cette question. Et notamment, voilà, j'ai dit que Massignon apparaissait à travers ce livre comme l'entrepreneur ou pionnier de l'interreligieux, et si bien qu'on dit de lui à sa disparition qu'il fut, je cite, le plus grand musulman parmi les chrétiens et le plus grand chrétien parmi les musulmans. Il y a une autre citation que j'aurais pu dire d'un des papes, je crois que c'est Pie XII, qui le qualifiait de catholique musulman, qui montre aussi cette ambiguïté. Déjà, et alors que ça vient du pape, c'est pas rien non plus.
Et donc ce livre a été aussi basé, et je vais en faire état aujourd'hui, sur les archives personnelles et privées de Massignon, qui ont été mises à ma disposition par sa famille. Donc un certain nombre figurent dans l'ouvrage et qui nourrissent en fait une réflexion à partir de matériaux assez directs, du coup de première main, et qui alimentent un nouveau projet qui est en chantier, que j'espère finir bientôt. Donc c'est une approche biographique, peut-être qu'on peut la qualifier de biographie scientifique par rapport à ce dont on parlait aussi avec Nicolas, par rapport au programme Visa. Et donc c'est un ouvrage qui devrait paraître chez Bayard cette année, en fin d'année, ou non, l'année prochaine, pardon. Et je propose du coup une approche là, pour le coup plus globale sur la courbe de vie à nouveau de Massignon, en combinant plusieurs sources et matériaux, de même que plusieurs champs disciplinaires. Et donc j'espère ainsi participer de ce courant, je cite, de renouvellement du genre biographique porté par l'ANR, et pour appréhender à la fois une époque, une figure et sa production scientifique. Donc je tiens encore une fois à remercier Nicolas pour son invitation, donc qui m'a permis de prendre conscience en préparant cette communication du courant dans lequel finalement s'inscrit ma démarche de cet ouvrage, parce que je n'avais pas véritablement, comme on dit, l'ombrella, disons la vision élargie de ces science studies ou sur la question des biographies. Et là, j'ai beaucoup appris en préparant cela. Et donc, je me sens pleinement à ma place pour en parler et pour participer encore, je cite, au renversement des perspectives, justement, entre la vie et l'œuvre, entre la vie de laboratoire et ses à côté. Et je crois que pour Massignon, c'est pleinement, vous allez voir, c'est un cas très particulier, mais très emblématique aussi de ces entrelacements, de ces entremêlements, de ces intrications intrinsèques, justement, entre la vie et l'œuvre. Et quand je dis la vie, même la vie mystique, la vie spirituelle, la vie intérieure, ou comment la foi détermine finalement l'œuvre, mais aussi comment l'œuvre va orienter la mystique de l'homme. Il y a un jeu permanent comme ça que je vais essayer de mettre comment dire, mais de rendre visible. Et comme je l'ai déjà écrit ailleurs, notamment dans ce livre, aussi contradictoire que cela puisse paraître aujourd'hui au regard de la division, de la séparation des registres, vie privée, vie scientifique, la vie savante de Massignon est au service de ses idéaux mystiques. C'est-à-dire que même dans les sept dormants, finalement, toutes ces recherches sur les sept dormants en islam, etc., qui sont très sérieuses, finalement, conduisent à créer ce pèlerinage. Et donc il passe le cap et devient, mais sciemment, complètement sciemment, il s'engage, donc son engagement, disons le devoir de réserve, il est largement dépassé, mais il assume complètement cela. Et donc j'essaierai de montrer comment son œuvre savante est au service de sa foi, certainement dans une proportion plus forte. Donc il s'agit d'un mouvement réflexif perpétuel, l'un nourrissant l'autre, et vice-versa. Donc j'espère aujourd'hui brosser ce portrait le plus complet possible de cette figure aux multiples facettes. Donc tout à l'heure nous parlions de facettes dans le portrait chinois, de facettes au sens de miroir à facettes. C'était qu'est-ce que l'objet de l'anthropologie. Si l'anthropologie était un objet, qu'est-ce que ce serait? Du coup j'ai eu cette idée de boule à facettes. Mais parce que j'avais écrit ces histoires de facettes, et chez Massignon c'est un peu cette idée-là de multiples facettes qui font l'unité de la personne. Et donc mon objectif ici consiste à faire émerger cette articulation entre vie et œuvre, non pas seulement l'écart entre les deux, mais aussi et surtout la complémentarité, l'intrication, voire la consubstantialité. J'essaierai aussi de démontrer comment leur production scientifique, donc l'œuvre, altère ou transforme la subjectivité de l'auteur-producteur dans une forme de mouvement perpétuel. Comment la vie psychologique ou spirituelle influence-t-elle la création scientifique, et inversement, quels sont les effets de l'œuvre sur l'homme? En d'autres termes, comment la vie savante participe-t-elle du procès de subjectivation? Et donc là, je m'appuierai notamment sur deux cas particuliers qui sont l'étude de Hallaj, qui est donc l'œuvre maîtresse, l'opus magnum
de Massignon, et peut-être aussi les 7 dormants, si j'ai le temps, que je connais mieux. Donc sur les sources et les ressources, si je puis dire, sur le plan méthodologique, je voudrais présenter rapidement un peu les multiples matériaux sur lesquels je me suis basé, aussi à la façon d'un historien. Donc, il y a ces archives de la famille dont j'ai parlé. Massignon conservait tout. Donc finalement, il y avait énormément de classeurs, les choses étaient assez bien classées. Alors moi, quand je fais ma thèse, c'était le volet 7 d'amants qui m'intéressait. Et là, c'était dans la famille, donc avec un accès assez total. Donc, ce qui est assez rare en tout cas, et ce qui n'était pas le cas autrefois. Hein. Quand le fils de Massignon était encore vivant jusqu'en 2000, il y avait une censure familiale assez vive, ce qui est classique à mon avis, qui est fréquent. Et depuis que cette génération-là est partie, la petite fille est beaucoup plus, qui est chercheuse, hein, qui est sociologue, est beaucoup plus distanciée, et permet justement cet accès, donc ce qui est très, très important. Mais les archives en question sont toutes en partie passées à la Bibliothèque nationale. Donc c'est aussi un mouvement connu. Hein. Beaucoup d'auteurs de ce genre voient leurs collections passer dans des collections nationales. Et donc là, c'était à la bibliothèque à Paris. Et donc du coup, l'accès est un peu moins évident depuis 4-5 ans. J'étais associé au départ à cette transition. Donc moi, j'espérais accompagner caisse par caisse et pouvoir continuer à fouiller, j'allais dire, ou à exhumer des documents. Mais cela s'est précipité. Donc maintenant, tout est consultable, mais avec les précautions et les procédures un peu fastidieuses de cette institution. Mais si je continue, du coup, il y a, dans ces archives, il y avait toutes ces correspondances. Alors là, c'est très intéressant. Des correspondances assez prestigieuses avec Charles de Foucault, avec Paul Claudel, avec Maritain. Donc, encore une fois, une palette, une gamme importante de grands acteurs du XXe siècle. Et qui sont publiés en général chez Gallimard ou ailleurs. Donc là, il y a donc c'est aussi une matière première intéressante. Mais il y a aussi toutes ces correspondances moins connues avec des anonymes, des quidam, etc., ou qui sont simplement pas publiées. Donc les correspondances comme source aussi de documentation très précieuse, à la fois sur la vie personnelle, parce que dans chaque lettre, il peut être aussi très... il se confie, tout en faisant état aussi d'éléments de recherche ou de ses travaux. Donc les carnets, ça c'est un classique. Donc il y a un texte très important qui s'appelle Les notes sur ma conversion, sur lequel je reviendrai tout à l'heure, et qui n'est pas publié et qui est particulièrement précieux. Je vais... Juste tout ça, c'est à la BNF. Non, voilà, alors je vais le dire. Alors, les correspondances, c'est à la BNF. Les carnets, en grande partie, y sont, mais j'y reviendrai. On a trouvé récemment dans un coffre toute une série de carnets secrets. C'est un peu un scoop. C'est la première fois que je vais en parler, qui sont très très intéressants. Les publications spirituelles, là j'entends, Massignon a piloté ou a présidé de nombreux cercles, dont la Badalia, ce groupe sur la substitution justement, duquel le père Paolo Dall'Olio se réclame aussi, et qui pendant des décennies a fonctionné. Et donc Massignon publiait tous les mois ou plusieurs fois par an des textes confidentiels, mais dactylographiés, qui circulaient entre les membres, donc à la façon d'une société secrète en fait, plus ou moins. Et donc toutes ces publications, certaines sont publiées, d'autres ne le sont pas. Et elles sont sinon toutes à la Bibliothèque nationale aussi, les coupures de presse principalement. Par contre, les photographies personnelles, ça c'est resté dans la famille. Et ça, c'est un peu la base du travail que je vais présenter aujourd'hui, vous allez voir. Les enregistrements radio sont à l'INA, en fait. Et là, je peux dire aussi que c'est une source aussi, un trésor que je vous conseille aussi si vous avez des figures comme ça intéressantes, il suffit de demander un compte INA Media Pro, comme les réalisateurs, et qui vous permettent, en fait, ce compte vous permet, par mots-clés, en fait, d'aller chercher tout ce qui n'est pas accessible au grand public, mais d'écouter. Quelqu'un qui travaillerait sur Lévi-Strauss, je disais, peut avoir accès, je ne sais pas, je pense à des centaines d'émissions de radio, de documents, dès que le nom je vais dire Foucault du coup, mais Lévi-Strauss ou qui que ce soit, ça marche avec tous, et Michel ou l'autre, peuvent... donc là, c'est vraiment intéressant comme sources qui ne sont pas forcément des sources habituelles ou traditionnelles. On préfère l'écrit, le document, la correspondance, etc. Mais la source, même télévisée, est très intéressante et donc moi j'ai tout un travail sur le... Et je vais vous faire écouter un peu du son.
et les objets personnels. Donc là, c'est dans la famille, et c'est de par ma fonction aussi de commissaire d'exposition, tu en parlais. Nous exposons avec Denis Albora, mon collègue, et puis aussi dans différents musées où nous préparons et nous adaptons et sans cesse nous réécrivons cette exposition. À chaque fois, là, il va y avoir plusieurs portraits de Massignon à partir de ces objets. Et c'est intéressant aussi de montrer la dimension biographique par l'objet en 3 dimensions. Plus dans des sources, je finis, les récits de témoins directs, les entretiens, etc. Ça, j'ai beaucoup rencontré. Il en reste encore quelques-uns qui sont encore vivants. Et donc ces ouvrages. Donc voilà un peu le panorama des sources, mais qui pourrait un peu s'étendre. Alors pour mieux découvrir Massignon, je vous propose, dans une première partie, de tracer les grandes lignes justement de cette courbe de vie. Et pour découvrir ces différentes facettes, imbriquées les unes aux autres, où on voit notamment que la spiritualité constitue la colonne vertébrale de son existence, mais il ne faut surtout pas négliger les autres facettes, celle du savant, mais aussi de l'expert diplomate dont j'ai parlé, le soldat aussi, parce qu'il a fait, notamment pour la Première Guerre mondiale, il y a un grand rôle aussi militaire qui compte beaucoup, et aussi l'engagement, l'acteur social. Cette première partie s'apparente à un cheminement inédit dans les archives photographiques et privées de Louis Massignon sous forme d'un diaporama commenté. Si bien que l'on pourrait parler peut-être de parcours biophotographique. Je vous laisse apprécier cette formule. Et c'est en tout cas sur ce principe que se structure l'ouvrage que je prépare, dont j'ai parlé. C'est-à-dire que plus qu'une illustration, chaque image sert, dans mon idée, dans ma présentation, sert de fenêtre d'entrée dans une époque, dans une situation et une facette de cette trajectoire au cours du XXe siècle. C'est-à-dire que donc cet ouvrage que je prépare, l'image aura un rôle de premier plan et introduira les chapitres et même des sous-parties, etc. Tout en décrivant l'image, parce que le fond photographique est particulièrement riche. Donc là, je vais moins lire et plus commenter, vous emmener du coup dans ce voyage. Donc cette maison de naissance en 1883, dans une famille bourgeoise en fait, aux environs de Paris. Et là, je vais citer comment lui-même se présente. C'est intéressant dans le récit de soi, comment il écrira à la fin de sa vie. Il dit qu'il est né en Orient arabe au 21 Ramadan 1300, début du 2e tiers du jeûne, où l'on va guetter au ciel nocturne les signes précurseurs de la clémence, Laylat el-Khada. Donc voilà comment il se présente. Donc c'est déjà intéressant. Il commence son autobiographie en disant je suis né tel jour du Ramadan, à l'heure où la lune est à tel endroit, etc. Parce que donc il se situe vraiment dans le contexte musulman. Une autre image, c'est justement son père, Pierre Roche, qui était sculpteur de son état, agnostique, ce qui est très important. Et donc cette incroyance va avoir aussi un impact direct sur son fils. Et aussi la qualité d'artiste aussi. Massignon va baigner dans son enfance dans la poésie, dans les arts, dans la sculpture, dans la création, vraiment. Je crois que c'est quelque chose qui ne va pas le quitter. Et même j'écoutais encore hier un entretien du fils de Massignon qui racontait déjà cette importance du grand-père qu'il avait initié aux langues par la poésie, en disant que eux-mêmes, donc cette génération, les enfants de Massignon, avaient été aussi élevés dans la poésie pour apprendre les langues, que ce soit l'anglais, l'arabe et ce genre de choses. Là, c'est une peinture en fait de Pierre Roche justement qui est assez connue. Il y a une expo qui se prépare au musée d'Orsay, sans doute sur ce. Donc c'est l'Art Nouveau en fait, mais un artiste français assez connu aujourd'hui. Et là, ce qui est intéressant, c'est la mère. Donc là, c'est une peinture du père peignant sa mère, Marie Massignon, mais qui elle est au contraire très très croyante, catholique, j'allais dire pur jus, enfin très traditionnelle, etc. Et donc voilà, il y a une espèce d'ambiguïté entre un père très laïque, pas franc-maçon, mais disons qui est dans des milieux humanistes, etc. Et une mère très conservatrice. Oui. Est-ce que vous pouvez expliquer ce décalage entre son nom qui est rattaché manifestement à celui de sa mère et pas celui de sa mère? Oui, c'est vrai. En fait, son père s'appelle Fernand Massignon, mais c'est vrai que là, je dois le préciser, c'est son nom d'artiste. Et en fait, il a pris... donc lui, il avait commencé des études de médecine,
ou de pharmacie, je crois de médecine, et donc il a choisi finalement de devenir sculpteur. Et donc il emprunte le nom de sa mère, donc qui s'appelait Roche. Et donc du coup c'est plutôt un nom d'artiste. Voilà. Mais il n'y a pas ça n'a pas trop d'autre sens que cela. Donc voilà, après des images de sa jeunesse qui me permettent d'introduire qu'enfant de la Troisième République, il grandit dans l'idéologie coloniale dominante, sous-tendue par la mission civilisatrice de la France. Très tôt, Massignon est fasciné par les grands explorateurs, ça c'est très important. Et dans ce livre, Paroles données dont j'ai parlé, il évoquera, je cite, son désir de l'Afrique dès l'enfance, à 12 ans, abonné au bulletin du comité de l'Afrique française. Donc là, il est vraiment dans une époque où il lit énormément, il voyage, les explorateurs. On est dans cette époque très, très connue. Il est très aussi. Il confie dans un texte qu'il est très inspiré par les Mille et une nuits, vous voyez, qui rejoue avec. Donc il y a tout cet imaginaire orientaliste qui est très prégnant, tout en accomplissant de brillantes études. Il est au lycée Louis le Grand avec Henri Maspero, qui deviendra le sinologue que l'on sait. Ils seront d'ailleurs après collègues au Collège de France plus tard. Et j'ai retrouvé une citation aussi où, dans les mélanges, je crois, offerts à Massignon, Maspero écrivait « Nous avons très vite senti qu'il fallait extrapoler à tout l'univers les méthodes que l'on réservait d'habitude à l'Antiquité gréco-romaine. » Et je trouve que c'est intéressant donc, pour des enfants, fin du 19e siècle, enfin des enfants, des adolescents. Il y a un retournement similaire déjà aussi à ce que l'anthropologie va opérer dans l'idée d'appliquer aussi les méthodes d'observation de la longue durée ou de la longue distance chez soi. Alors après, un élément aussi déterminant, c'est en 1904, fraîchement diplômé d'histoire à la Sorbonne, après un mémoire sur le Maroc, sur un tableau géographique du Maroc à l'époque de Léon l'Africain, donc au XVIe siècle. Il va partir avec un ami sculpteur aussi, faire l'art. Alors, du coup, c'est intéressant, donc c'est un mémoire d'histoire, mais c'est déjà cette propension, cette attirance pour le terrain, où ils partent faire une expédition entre Tanger et Fès. Donc c'est pas encore un protectorat, le Maroc n'est pas encore un protectorat. Et donc avec chevaux, caravanes, une expédition finalement assez rocambolesque et romanesque en fait. Et il y fera d'ailleurs le vœu d'apprendre l'arabe, et je le cite encore, Maroc 1904, à 20 ans, pour contrôler de visu mon étude sur les corporations de Fès au XVIe siècle, caravane attaquée, trahi par mon interprète arabe, je me jure d'apprendre l'arabe, je l'apprends toujours, je cesse de boire du vin. Donc c'est comme si c'est à cette époque-là, il y a une péripétie qu'on peut imaginer d'attaque, c'est quand même avec des coups de fusil et quelque chose d'assez sérieux, si je puis dire, et ça sert aussi de déclic dans sa propre itinéraire, puisqu'il dit que c'est là qu'il fait ce vœu, et le mot n'est pas anodin chez lui d'apprendre l'arabe, mais aussi de ne pas boire de vin, donc ça veut dire aussi qu'il renie, en tout cas, peut-être un penchant de jeunesse ou pas, enfin un penchant mais du coup pour choisir le sérieux, etc. Quoique, là on le voit justement en 1906, donc je dois préciser que depuis il est dans sa période d'incroyance. Au tournant du XXe siècle, donc des années 1900, il choisit, en fait, finalement, il bascule un peu dans le giron de son père et choisit une voie plus agnostique, grande dame de sa mère. Et du coup, c'est dans cette période-là, qui correspond avec ses études, qu'il est dans cette période. Donc là, on le voit avec son ami sculpteur avec qui ils ont fait cette expédition. Donc là, il y a vraiment, je vous ai mis cette photo pour le côté aussi posé, mais le côté aussi un peu dandy. Et ce côté un peu aussi début de siècle, belle époque, dandy, parisien, etc., bel homme et ce genre de choses, qui contrastent avec le côté terrain dont j'ai parlé juste avant. Et donc on retrouve ce côté dandy aussi au Caire l'année suivante, en 1907. Là, il est à l'IFAO, donc au Centre français d'archéologie orientale. Et c'est une année cruciale, j'y reviendrai, puisque... j'y reviendrai tout simplement, vous verrez pourquoi. Ça va préparer en fait son retour au christianisme. Une autre image que j'aime beaucoup, donc là on est en Irak, 1908, il va être aussi nommé, il va partir en mission archéologique en Irak pour fouiller une forteresse médiévale. Et là c'est intéressant, il y a tout le fond photographique contient aussi beaucoup de photos
ethnographique, j'allais dire, avec une richesse importante. Là, c'est des embarcations couvertes de bitume pour traverser le Tigre. Il y a aussi donc ce côté aussi terrain, de photos de terrain qui sont très intéressantes. Là, c'est la traversée, vous voyez, de l'Euphrate en 1908 aussi, le vendredi saint. Et donc je trouve que là c'est intéressant aussi et cette photo du coup derrière est précisée traversée de l'Euphrate à l'Abbasside de Nototil, entre Shem Koufa et la tombe d'Ézéchiel. Il souligne d'ailleurs la présence de nuages tragiques annonciateurs de la suite des événements. Donc là il annonce la conversion, parce qu'on est à quelques semaines de la conversion qui va être assez fulgurante. Je fais une petite impasse, j'y reviens après. Là, c'est juste après sa conversion, il va rentrer en France. Donc là, une conversion assez brutale. Et donc il va tout renier, toutes ses années d'incrédulité, mais à la fois, entre guillemets, de débauche, de vie un peu dissolue dans laquelle il s'est perdu. Et il se retrouve complètement, alors là, très, très de retour de plein pied, j'allais dire, dans une foi assez... rigide d'ailleurs aussi. Et en souvenir de cette conversion, il va faire ériger 2 croix à Bagdad et en Bretagne, à côté de leur maison familiale, pour rappeler et commémorer cette conversion. Donc il grave dans la pierre aussi un tournant majeur de son histoire. Je reviendrai un peu vraiment en détail sur cet épisode de conversion, parce que chez lui c'est la bascule en fait. C'est évidemment l'événement fondateur à 25 ans qui va tout changer. Donc à partir de là, il va continuer, il va se lancer pleinement dans la recherche, et notamment dans l'étude de Hallaj, qu'il a rencontré, et je vous dirai comment aussi. Et on le voit donc là en 1909 à Al-Azhar, donc au Caire à nouveau. Il a le privilège de porter l'habit musulman de l'université d'Al-Azhar, donc cette grande université, pour suivre les cours de mantique, c'est-à-dire d'arabe local, d'arabe dialectal. Et en fait, il est le seul avec son maître Ignaz Goldziher, qui était un des plus grands aussi islamologues autrichiens ou germanophones en tout cas, qui a été son maître du coup, à avoir eu ce privilège. Donc il a, disons, on voit aussi qu'il est dans cette optique de se rapprocher de l'autre. Il se consacre à sa thèse, là on le voit en 1913 à Paris, alors sa thèse est quasiment achevée déjà en 1913 et elle l'est en janvier 14. Elle est en janvier 14, je crois qu'il la dépose, mais la Première Guerre mondiale éclate et finalement d'ailleurs une partie de sa thèse va brûler à Louvain et finalement il va devoir après, c'est pour ça qu'il la soutiendra qu'en 22, après-guerre, et donc réécrire, parce qu'à l'époque il n'y avait pas de sauvegarde automatique. Et donc la guerre est aussi un élément très important. On le voit ici en 1914, le gouvernement est déplacé à Bordeaux et il a déjà rencontré Paul Claudel qui lui propose, comme il est arabophone, arabisant, de se retrouver dans le service de presse du ministère des Affaires étrangères. Et là, ce qui est intéressant sur cette photo, il est avec Paul Claudel, Jean Giraudoux et Paul Morand aussi. Donc on voit toute une génération d'écrivains et d'hommes de lettres dans le même cercle aussi. Après quoi, il est envoyé dans les Dardanelles. Alors ça, c'est une nouvelle photo que j'ai trouvée récemment. Parce que voilà, ce qui est intéressant dans la famille, finalement, la petite fille, de temps en temps, elle ouvre une boîte et elle trouve plein d'objets, de carnets, justement, de nouvelles photos. Donc ça, c'est une nouvelle photo que j'ai trouvée. Comment voyager les soldats. Donc là, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une petite croix, donc c'est lui, Massignon, c'est auto-désigné, et c'est ce qu'il fait en général sur ces images. Donc voilà, il est quand même, on le voit à côté, il n'est pas dans la troupe, il est dans l'état-major. Il est affecté donc à l'état-major à Thessalonique. Là, on le voit justement à Thessalonique en 1916. Donc il y a eu toute une importante bataille de la Première Guerre mondiale. D'ailleurs, est-ce qu'il assiste à la campagne des Dardanelles Oui, en oui. 1915? Oui. J'ai même trouvé une photo du port de Thessalonique aérienne, vraiment très intéressante. Il a des pages fameuses aussi sur cette... Et il reste à Thessalonique jusqu'à quand? Parce que les grandes batailles, c'est 17-18. Alors voilà, lui il reste dans le... Il va un peu bouger, mais il va aller il va monter un peu dans les Balkans, que tu connais bien.
Il est dans l'état-major, donc là on le voit avec le général Tartampion, donc j'ai oublié le nom. Lui, il est ici, là, sur cette photo. Toujours un peu en retrait, on peut supposer que le général, c'est celui-là. Je n'ai pas le nom dans la tête. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il est... Pardon ? Non. Enfin, je l'ai noté, mais... Et il va passer sur le front serbe, justement, donc au-dessus. Mais c'est ces batailles-là, dans les tranchées. Donc là, voilà, ce qui est vraiment intéressant, donc le voilà sur le front serbe. Et là, tout à coup, c'est, disons, moins confortable. Et là, je ne l'ai pas dit, mais il a rencontré Charles de Foucault en 1909. Charles de Foucault voulait que Massignon soit son successeur au Hogarth. Donc, là, dans une dimension complètement spirituelle, pour prendre sa succession dans son ermitage et pour ne pas du tout... Enfin, pour être vraiment dans une vocation comme ça, de missionnaire aussi. Et Massignon va hésiter pendant des années après sa conversion. Et en 1913, justement, il va décider, à la suite d'un pèlerinage, et ce n'est pas par hasard d'ailleurs, de rester dans le siècle, justement, et de choisir une vie mondaine et de recherche. Mais il avait l'appel du désert par Charles de Foucault, qui en avait fait son disciple, en fait. Et ce qui est intéressant, pendant la guerre, ils s'écrivent très régulièrement, et c'est Foucault qui lui conseille, dans une lettre très connue, de lui dire choisissez les tranchées, en fait, quittez l'état-major et allez au front, et donc Massignon va le faire, et donc il suit cette recommandation de Foucault et de Claudel aussi, qui l'y exhortait, dans la troupe de l'armée d'Orient, où il endure les atrocités du front et des tranchées. Donc pendant bien un an, il reste en tout cas quelques mois, il reste là où il vit vraiment cette horreur qui le marque pour toujours. Après quoi, il bascule à nouveau et il est nommé, il est envoyé au Proche-Orient et repasse dans l'état-major, devient officier adjoint du haut-commissaire de France en Palestine, François-Georges Picot. Donc les fameux accords Sykes-Picot d'il y a un siècle, il était en première ligne, et donc il y a cette image qui permet, du coup, qui est assez célèbre, en tout cas, qui permet justement d'en parler. Et là, c'est la fameuse entrée en 17 à Jérusalem, donc Massignon est là. Et en fait, il y a le commandant Lawrence ici sur la droite. Donc en fait, c'était les deux rivaux franco-britanniques avec un rôle diplomatique. On connaît bien la légende, ou plus que la légende, mais le parcours du commandant Lawrence. Hein, le parcours héroïque, voilà, qui n'a plus de secret pour personne, mais complexe en fait. Massignon il a beaucoup écrit sur, parce qu'il a bien connu justement. Et des fois, il l'écorche un peu d'ailleurs. Il écorche un peu cet héroïsme. Et notamment dans sa pratique de l'arabe, etc., enfin, de la langue. Et donc, il y a des enjeux diplomatiques importants. Donc, là, on voit vraiment qu'il est au cœur du dispositif géopolitique dont tout ce qui se passe aujourd'hui, finalement, dépend un peu. Donc, la fameuse entrée à Jérusalem. Et là, d'ailleurs, j'ai mis cette photo aussi. Donc, il est ici. Et donc, il y a François-Georges Picot ici, donc le fameux haut-commissaire dans un couvent à Jérusalem. Pourquoi à Jérusalem? Il va y passer plusieurs mois. Et chez lui, ça va aussi être un déclic parce que tout en étant militaire, là, il va devenir pèlerin. Enfin, il est déjà, mais il va découvrir tous les lieux saints de Terre Sainte. Il va en profiter pour assouvir aussi sa facette mystique pour aller X fois. Enfin, on peut imaginer qu'il allait plusieurs fois par jour au Saint-Sépulcre et ailleurs. Donc il conjugue un peu. Et de la même façon que plus tard, quand il fait tous ces congrès comme nous, d'orientalistes ou de recherche scientifique, il profite toujours de ces voyages pour faire un petit pèlerinage à côté. Donc je fais un saut dans le temps pour revenir un peu à sa dimension scientifique. Là, c'est en 1934, il devient membre de l'Académie arabe du Caire, de langue arabe, du coup, dans laquelle il siège. Je crois que c'est le seul peut-être pas, non, je vois que je sais plus qui c'est. Bref, il est dans donc une dimension académique, la Claire, et chaque année, il va retourner au Caire à partir de cette année-là pour y siéger. J'ai ajouté cette image récente aussi dont je parlais tout à l'heure à Nicolas. C'est le Collège de France, là en 1942, donc on est plus tard. Ce qui est intéressant sur cette photo, c'est que il y a Jacques Lacan, il y a aussi Henri Maspero. Alors Lacan est ici, Maspero est ici, Massignon est ici.
Et puis en fait, si on faisait un peu l'organigramme, il y a beaucoup de gens très connus. Il y a des correspondances d'ailleurs, Van Gennep, Massignon aussi, Dumézil aussi, que j'ai retrouvé. Donc voilà, il est un peu au cœur du système aussi. Une autre image intéressante, c'est qu'il participe par exemple à ces rencontres, si vous connaissez, du Cercle Eranos à Ascona, dans le Tessin suisse, où il va rencontrer Jung. Et donc il va y avoir toute une relation aussi assez importante. Et Jung va avoir aussi une influence sur la notion des archétypes. Ça va beaucoup influencer la vision mystique aussi, j'allais dire la mystique savante de Massignon. Et donc pendant plusieurs années, pendant 1, 2, 3, 4, 5 ou 6 ans, il va s'y rendre, et notamment pendant la guerre, ce qui est étonnant. Là, j'ai mis cette image aussi pour montrer le côté, le bureau, l'homme de cabinet, justement aussi, hein, qui est peut-être comme chez nous, chez vous, des tonnes de livres, de lettres, etc., dans le 7e arrondissement, et on le verra plus tard dans un film que je vais vous montrer. Mais aussi l'homme de terrain, là on le voit dans les années 50, il va visiter la grotte des 7 dormants, justement, en Turquie. Il fait un crochet après un congrès à Istanbul d'orientalistes, justement, et hop, il va vite en pèlerinage et travailler sur les 7 dormants. Donc, tout en faisant un pèlerinage, il ne peut pas s'empêcher en même temps de croquer le lieu en bon archéologue, faire un plan. Donc ça, c'est la crypte des 7 dormants sur lesquels moi j'ai travaillé. Donc le document est publié dans le livre. Et en même temps, il va aussi au tombeau de Marie à Éphèse, donc en Turquie. Et là, on le voit aussi comment le chercheur publie dans la presse, une presse assez grand public, et il émet cette hypothèse peu connue à l'époque, mais que Marie a pu finir ses jours en Turquie. Et donc lui, ça c'est une thèse ou une hypothèse à laquelle il croit fermement, et on voit qu'il essaye un peu d'influencer l'opinion publique de gagner l'opinion publique à sa cause. Là, c'est encore sur les 7 dormants, mais on le voit à Damas. Donc il était évidemment proche de l'IFPO, je ne sais pas si ça s'appelait l'IFPO ou l'IFEA à l'époque, les instituts d'études, c'est pas anatolienne, mais c'était déjà... Ouais. C'est l'IFPO maintenant, mais avant c'était l'IFEA comme en Turquie, mais ça avait un autre sens, j'ai oublié. Bref. Mais en tout cas, il déchiffre, etc. Il cherche, là c'est une mosquée des 7 dormants qui est là. Je finis bientôt ce diaporama. Il y a aussi une autre facette, c'est l'aspect diplomatique en fait, comme j'ai dit, expert ou représentant non officiel de la France, qui jouera un rôle diplomatique non officiel, mais très utilisé par le Quai d'Orsay en fait. Et déjà à l'époque de Clémenceau, parce qu'il va être après-guerre aussi très proche de Clémenceau, dans les accords après avec le roi Faisal, justement, pour l'Arabie Saoudite, etc. Mais là, on est en 1939, et on voit qu'il part avec donc là, le général Weygand, et ils vont où? Ils vont, par exemple, représenter la France aux noces du Shah d'Iran, en 1939, à une époque, je crois, où les relations diplomatiques étaient particulièrement détériorées, et du coup, cette opération va... Donc là, c'est intéressant de montrer aussi ce côté un peu d'élite diplomatique. Et aussi, la Deuxième Guerre mondiale est une période un peu ambiguë aussi chez lui, mais il va plutôt se refermer dans la recherche. Mais dès 1945, De Gaulle va lui donner un statut aussi d'expert et un visa diplomatique, justement, pour partir en mission. Et notamment, il va partir 7 ou 8 mois en 1945, en gros, de Beyrouth jusqu'à l'Indus, jusqu'à l'Inde, en voiture. Et j'aime beaucoup cette image. Parce qu'on le voit justement avec son impair, sa valise, etc. On peut imaginer des conditions de voyage assez rocambolesques aussi. Donc il y a une dimension un peu à la fois de terrain, etc., un peu romanesque, qui est là. Et aussi cette image du coup qui est juste après, que j'ai trouvée récemment, que je trouve super. Je sais pas, c'est pour traverser on peut imaginer que c'est son chauffeur ou quelqu'un qui fait traverser parce qu'il est vieux déjà, là, hein, il a une 60aine d'années. Donc il traverse avec son chapeau et son haut de forme, enfin son impair plutôt. Une autre petite série de photos, et j'ai fini, c'est aussi l'acteur public ou l'engagement de l'intellectuel catholique, notamment à la fin de sa vie pour la décolonisation. Donc il est longtemps expert sur la question de la colonisation, sur l'Algérie dans les années 30, pour
le centenaire de la colonisation. Et d'ailleurs, c'est intéressant, dès 23, il dit si on n'a pas réussi à faire à ce que la colonisation soit pacifiée, il dit dans 25 ans, l'Algérie sera indépendante. Donc finalement, ça ne va pas tarder. Et là, c'est pour le Maroc, ce qui est intéressant, donc il va s'engager pour le retour du sultan Mohamed V, qui, vous savez, qui est déposé en 53 d'ailleurs, 54, et qui va revenir en 56. Et du coup, le roi va l'honorer, notamment d'ailleurs en 56, en le décorant de cette médaille qui est un peu la Légion d'honneur marocaine, et qu'on va exposer d'ailleurs au Maroc bientôt pour faire reconnaître cet épisode-là. Là, on le voit à Madagascar, en train de... Donc là, il va libérer il va visiter notamment le sultan qui est là-bas, mais aussi des députés malgaches qui ont été emprisonnés. Bon, c'est tout le contexte des années 50, assez compliqué. Là, c'est une affiche qu'on va exposer à Paris là, au mois d'octobre, très intéressante, qui était chez lui. Donc, vous voyez, c'est le comité pour l'amnistie aux condamnés politiques outre-mer, dans laquelle il est président, mais vous voyez, avec des grands noms, Camus, Sartre, etc. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a le nom des prisonniers qui sont là. Et en fait, on ne voit pas, il faudrait zoomer, mais à chaque fois qu'ils sont libérés, il raye le nom et il écrit la date, et il met un petit mot comme ça. Donc il y a une valeur aussi intéressante. Il faut que j'accélère parce que je vois que j'ai parlé longtemps déjà. Là, il est à Bethléem, et c'est la question d'Israël. Du coup, là, qui est tout un sujet aussi, mais je vais très vite parce que il s'est insurgé, lui, contre la création de l'État d'Israël au nom justement de la spoliation, hein, d'après ses mots, justement de toute la population palestinienne. Là, c'était avec Mauriac, mais j'en parle pas. Et là, il est en Inde, justement, parce qu'il était assez proche il avait rencontré Gandhi plusieurs fois, et là, il a été avec Nehru. Il voulait rencontrer Gandhi à l'époque, mais qui était emprisonné. Quoique là, à cette époque-là, je crois qu'en 53, Gandhi est déjà mort, en fait. Bref. Et après, il y a le côté aussi pèlerin, entrepreneur de pèlerinage. Là, on le voit dans mon pèlerinage, entre guillemets, en Bretagne. C'est intéressant, là, il lit la Fatiha, qui est la première sourate du Coran, pendant que les catholiques sont à la messe dans la petite chapelle. Lui lit le Coran avec les pèlerins musulmans. Et là, j'en ai parlé l'an dernier. Et là, justement, il est par exemple avec Amadou Hampâté-Bâ, qui est ce grand diplomate aussi malien, et qui va réciter aussi la sourate. Il faut vraiment que je passe à ma deuxième partie, parce que sinon c'est le plus important. Mais c'était important, je voulais montrer un peu de la matière aussi visuelle, photographique, et pour arriver à cette partie sur l'entrelacement entre la vie et l'œuvre. Et je vais devoir beaucoup accélérer. Et je vais reparler de cette conversion fondamentale là, ce que j'appelle la reconversion, au sens que c'est un retour au christianisme dans le miroir de l'islam. Donc chez Massignon, le savant ne peut être dissocié du croyant. En effet, la foi catholique recouvrée sur les bords du Tigre en 1908 a déterminé toute son existence, y compris ses activités scientifiques, sociales et politiques. À 25 ans, il passe brutalement de l'incroyance à une croyance sans bornes. Devenu profondément mystique, il est fortement attiré par la vie érémitique au désert, avec Foucault dont j'ai parlé, mais il choisira finalement de vivre dans le monde et la recherche scientifique. Donc à 23 ans, il est en Égypte, comme je l'ai dit, je l'ai montré tout à l'heure, dans une mission d'égyptologie et d'archéologie. Et là, il y a un phénomène vraiment très important qui a longtemps été tabou, ou dit à demi-mot, dans des allusions, mais maintenant il n'y a plus de secret, et ce tabou est tombé. Mais c'est une période aussi déterminante aussi où il a une période d'homosexualité qu'il refoule quelque part, ou en tout cas dont il va se culpabiliser quelque part toute sa vie. Et donc c'est là qu'on voit que déjà comment un trait intime, enfin une caractéristique personnelle, intime, etc., va complètement déterminer tout ce qui va se passer par la suite. Il va rencontrer notamment un Luis de Quadra, qui est un aristocrate converti à l'islam, par qui il découvre Allah, justement. Et la fréquentation de ce personnage assez sulfureux est une clé fondamentale pour comprendre la trajectoire du jeune homme. Donc ces relations amoureuses et leur refoulement déterminent aussi notamment le caractère doloriste et expiatoire de sa spiritualité. Donc il va être sans cesse dans une logique d'expiation
de ce qu'il considère lui comme une déviance, voire pire. Et ses conséquences dans son œuvre, ce sera cette idée de substitution qui est un mot-clé important. Donc la conversion a lieu en 1908 en Irak, lors d'une expédition archéologique. Donc il y a une narration là, il y a plusieurs narrations qui existent, et il semble aussi qu'il l'a raconté à énormément de monde, avec beaucoup de brio, j'allais dire, et dans un style très romanesque. Donc c'est aussi une caravane avec une attaque, donc avec des fusils encore une fois, où lui il a une histoire un peu d'amour avec l'un de ses valets, de ses porteurs, enfin quelqu'un de son entourage. Donc il a une grande caravane, ils sont peut-être plusieurs dizaines. Donc il y a une trahison aussi qui s'opère, une dénonciation auprès des autorités ottomanes de l'époque. Ça se passe juste à un moment, en mai 1908, où il y a une révolte des jeunes Turcs qui se fomente et qui va avoir, donc l'Empire ottoman tremble un peu de toutes ces choses-là. Donc il est même dénoncé par des archéologues allemands concurrents, qui sont aussi un peu espions quand même, un peu comme lui. Donc il va être arrêté, condamné à mort, il va être en captivité, il va essayer de se suicider, et c'est là une certaine nuit qu'il va avoir une espèce de délire, de crise, au sens fort du terme, de crise mystique aiguë, où il va rencontrer Dieu en fait, où Dieu va venir le parler, il va l'appeler l'étranger, et il va appeler cet épisode la visitation de l'étranger. Après quoi il sera donné pour mort, il va rentrer à Bagdad, il est condamné justement à mourir, enfin entre guillemets, il va être sauvé par le consul de France et par ses hôtes musulmans, et c'est à partir de cet épisode-là que l'hospitalité chez lui va devenir aussi un mot axial. Et donc il y a toute une logique de l'hospitalité qu'il a sauvé quelque part lors de cet épisode. Et alors là je mets bon, vous pouvez piocher quelques extraits parce qu'on n'a peut-être pas trop le temps, mais ce texte qu'il a rédigé, ou qu'il a publié bien plus tard, qui s'appelle La Visitation de l'étranger en 1955, et donc il parle de Dieu, l'étranger qui m'a visité un soir de mai devant le Tac sur le Tigre, dans la cabine de ma prison, et la corde serrée après 2 essais d'évasion est entré dans toute porte close. Il a pris feu dans mon cœur que mon couteau avait manqué, cautérisant mon désespoir qu'il fondait comme la phosphorescence d'un poisson montant du fond des eaux abyssales. Et alors Massignon, il a aussi une dimension d'écrivain. J'en parlerai, mais donc c'est le côté artiste et même de poète aussi. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a et qui est reconnu. Il y a même une thèse qui a été publiée sur Massignon écrivain qui existe et qui est très intéressante. Mais là, je vais vous parler de ce texte que j'ai mentionné, qui s'appelle Notes sur ma conversion, et qui est absolument précieux ou intéressant, qui est un texte inédit, qui circule très rarement, sous le manteau si je puis dire. Et d'ailleurs, je ne sais même pas combien d'exemplaires circulent et qui en a aujourd'hui. La version dont je dispose est celle de Vincent Monteil, qui est donc un de ses disciples, qui avait pu, alors Massignon à la fin de sa vie avait donné ce texte à lire à cet islamologue, qui lui la nuit avait passé la nuit à vite à le ressaisir, à le dactylographier. Moi la version que j'ai l'impression qu'il y a des comme s'il avait peut-être pas eu le temps de tout copier, il est tronqué entre guillemets. Tu sais pas où est l'original? Non. Non. Dans la famille, personne. Non. La petite fille. Non, parce qu'encore là, récemment, je l'ai revu. J'y vais régulièrement. Je lui ai parlé de ce texte que j'aimerais publier en fait, et elle ne connaissait pas ce texte. C'est intéressant. Alors, et son fils, enfin le père de donc, la père de celle que je connais, n'a connu ce texte qu'à la mort de son père. Donc c'était un texte extrêmement secret, que je vais préciser, qui contient tous les ingrédients du récit de conversion, mais sans but de convertir quiconque. Donc il y a une dimension autobiographique claire, mais destinée à aucun public. Et comme je l'ai dit, son fils n'en a pris connaissance qu'après la mort de son père. Donc ce texte a été rédigé en 3 étapes entre 22, 24 et 1934, à la demande de son directeur spirituel. Donc c'est un directeur spirituel qui l'a suivi en gros depuis l'adolescence jusqu'aux années 30, plutôt les années 20 en fait. Les années 20. Et donc on parlait tout à l'heure, Nicolas me demandait est-ce que Massignon a été suivi d'un point de vue, comme on dit aujourd'hui,
psychanalytique ou alors, non, pour le coup, pas du tout. Mais on pourrait faire l'analogie avec un suivi spirituel très rigoureux, très précis, etc. Alors pour lequel il ne s'épargne rien, et je pense qu'il lui disait tout. Et d'ailleurs, il y a un récit dans lequel, dans ce texte-là, où je ne sais plus, il présente quelque chose à son à son directeur spirituel qui a un groupe, vous voyez, enfin, qui ne sait pas quoi dire, enfin, qui est complètement... peut-être que c'est en lien avec l'homosexualité, je ne sais plus. Mais donc, ce texte est vraiment intéressant. Donc, sans concession pour lui-même et d'une concision extrême, ce texte d'une quinzaine de pages permet de saisir la puissance et le traumatisme d'une conversion foudroyante à laquelle il restera fidèle toute sa vie. La première page démontre que Massignon a la conviction profonde d'une forme de prédestination à son endroit. Donc là, c'est important, c'est vraiment le cœur de sa spiritualité. Je le cite. « Commencer à comprendre qu'une vie, entre parenthèses la mienne, étant irréversible, prend un sens jalonné, entre parenthèses grâce, infidélité. Le 16 décembre 1907, traversant le Tigre, puis en 1908, quand Dieu m'a repris au coup de couteau dévié qui t'a touché en me manquant à ma première agonie. » Donc je dis, le ton est donné, donc tout le texte est très brut comme ça. Et en tout cas, il dit qu'il y a une forme de prédestination, que sa vie est donnée pour Dieu, en fait. Dans cette crise mystique, ce qui est vraiment intéressant, il se met non pas à prier, mais c'est l'arabe qui est sa langue de repère quand il est dans ce bateau avec ses Ottomans. Et d'ailleurs, il y a des histoires aussi où il y a des odeurs de hashish. Donc après, il y a des hypothèses qui sont peut-être qu'il a fumé, peut-être que ça a pu altérer sa conscience aussi. Donc il y a quelque chose d'assez romanesque à écrire, c'est assez intéressant d'ailleurs aussi. Et lui, ce qui est vraiment fondamental, c'est qu'il a une forme de visitation divine, et il a la certitude de l'intercession de figures qui viennent intercéder pour son salut, en fait, parmi lesquelles Foucault, qui le marque, qui l'a déjà marqué, mais bon, a priori, ils n'étaient pas... Mais il a une espèce de signe. Il y a Huysmans aussi, donc l'écrivain Joris Karl Huysmans, parce qu'en fait, Huysmans, c'est très important, et par rapport à cette idée de substitution, c'est un peu une idée huysmansienne qui va marquer Massignon à vie, et à l'âge. Donc à l'âge, qui est son sujet de thèse, qu'il n'a pas encore vraiment décidé de lui consacrer, et vient intercéder pendant cet épisode mystique, et on voit comment il y a l'intrusion de son futur sujet de thèse dans sa vie intime, ce qui est, je crois, hautement signifiant ici. Donc ces intercessions fondatrices sont à l'origine de sa spiritualité, basée sur l'histoire apotropéenne des compassions, et donc il constituera ainsi toute sa vie une forme de panthéon personnel à partir des figures qu'il étudie, c'est-à-dire Abraham, Marie, Fatima, les 7 dormants. Et donc il y a toute une galaxie en fait de saintes, de visionnaires, etc., dont il va tracer d'ailleurs souvent la biographie aussi, mais qui vont constituer, qui vont nourrir sa vie spirituelle. Et donc dans un mouvement aussi qui va dans les deux sens. Donc longtemps demeuré secret, voire tabou, ce texte a servi de base à de nombreux ouvrages, mais sans être précisément cité ni sourcé. Et donc moi j'ai envisagé de le publier, mais il en a convenu avec sa fille qui ne connaissait pas, sa fille ne connaissait pas ce texte, mais que ce texte méritait une édition critique entière, qui sera peut-être l'objet d'un prochain projet. Mais en tout cas, je m'en sers abondamment, et notamment dans cette histoire, comme je l'ai dit, comment la vie personnelle, et y compris sexuelle, va être... et donc ça, c'est tout à fait assumé par la petite fille aujourd'hui, est complètement au clair avec ça, mais on peut comprendre aussi que le premier ascendant, ou descendant plutôt, ne voulait pas vraiment mettre le doigt sur ça. Un autre aspect, c'est donc sur Al-Hajj dont je viens de parler, qui est son opus magnum, son œuvre maîtresse, sa grande œuvre, qui est cette thèse. Donc Al-Hajj, pour le préciser, c'est ce saint musulman crucifié. Donc, crucifié, c'est important pour Massignon, en 1922 à Bagdad, pour avoir clamé publiquement le célèbre et blasphématoire « Je suis la vérité », Ana al-Haq, qui est un blasphème parce que c'est un des noms de Dieu. Mais la figure de Al-Hajj, dit-il, ne lui paraît d'abord que piquante, et sa légende n'aime guère en lui que la fantaisie littéraire.
Il est en effet à cette époque, en 1907, toujours un croyant et mène une vie plutôt dissipée, tout en travaillant d'arrache-pied. Donc là, j'ai cet extrait que je vais vous mettre. 3.10. Donc du coup, on entre dans un autre type de source. Ah, je peux pas le... Excusez-moi, il faut que j'essaye d'être précis. Ok. Qu'il est difficile de croire qu'il puisse être vraiment exprimé. Ça, c'est la radio, une archive de 1955 qui vient de l'INA. Est capable de tout ce dont nous ne serions pas capables. Louis Massignon, que je vous donne la parole. J'ai rencontré à l'âge un printemps d'Égypte brûlant sans pureté, où je cherchais les sources où boire la vie, et ce devait être la vie éternelle. Et un jour, un de mes amis qui pensait à d'autres genres de vie et qui savait merveilleusement l'arabe et qui était devenu musulman, me dit: mais vous aimez, vous désirez, si vous voulez croire, vous pensez qu'il faut aussi aimer Dieu. Dieu doit être cru, une parole immuable. Nous aimons n'importe quoi, nous aimons nos trahisons. L'amour n'est pas fait pour Dieu, mais néanmoins, il y a un musulman que beaucoup considèrent comme un saint et qui est mort d'amour de Dieu, qui s'est livré au supplice de la croix pour l'amour de Dieu. Et il m'a tendu un livre. Ce livre, c'était en persan. Car alors là, je fais une petite... je saute parce que c'est trop long pour aller directement à la suite. c'est le mémorial des saints de Hatta. Ce livre que lui tend son... Une très belle traduction française. C'est l'importance de la poésie aussi. D'après une traduction ouïghour, ce qui est encore plus cru. Et Paved Corteil avait laissé dans le texte ouïghour certaines sentences en arabe qui m'intéressaient plus puisque j'étais un arabisant et qui m'aidaient à comprendre leur âge. Et une de ces sentences me frappa comme une flèche. C'était Rak'atani fi ishqi la yusihhu wuduhuma illa biddam. Il suffit de 2 prosternations dans la prière légale de l'amour, mais pour qu'elle soit licite, qu'elle soit valide, l'ablution doit en avoir été faite dans le sang. C'est une phrase dure de seuls ceux qui ont vécu au désert, participé à des expéditions incertaines dans des pays de peur et dans des coins de razzia peuvent comprendre. Mais cette phrase dure m'a frappé. Et dans toute mon incrédulité à ce moment, dans l'infrarationnel de l'imagination qui aide à former, à construire la forme de beauté éternelle de notre vie, j'ai senti qu'il y avait là la pierre fondamentale. Et avec une certaine fantaisie, je me suis dit, ça peut être amusant d'écrire à l'Anatole France cette idée bizarre d'un musulman qui ne croit pas que Dieu soit accessible et qui est mort d'amour pour lui, qui s'est livré à la mort pour l'amour de Dieu, défendant que Dieu doit être aimé. J'arrête là parce que sinon c'est trop long. Mais c'est important, moi je trouve ça intéressant d'avoir la voix aussi, quand on peut avoir aussi ce genre de médium. Où en suis-je? Donc une fois reconverti, donc voilà là une image aussi de ce supplice, hein, donc pour reprendre, Allah a été décapité, découpé, enfin dans tous les sens, pour avoir du coup blasphémé. Et Massignon va complètement s'immerger dans cette spiritualité alagienne sur laquelle il fonde la sienne en fait. C'est un peu c'est là que je veux démontrer. Et donc le nouveau Massignon, tel un born again, se lance corps et âme dans l'étude de ce saint. Force est de constater aussi un processus d'identification du jeune homme avec ce personnage. Donc il est habité par ses travaux et se construit à travers eux. Il est aussi profondément, il travaille aussi
en marge, et du coup, à travers ce biais-là, sur la vie de Bagdad au sens large, donc sur l'organisation sociale, sur les corporations, dans une perspective sociologique, c'est-à-dire qu'il n'est pas auto-centré sur le personnage, il a une vision un peu plus élargie. Et donc, sans nous attarder sur la complexité de cette relation Massignon-Hallage, notons donc que le choix de ce saint n'est pas anodin et correspond à son histoire personnelle, notamment à son retour foudroyant au christianisme. Hallage incarne pour lui une certaine dimension christique au sein de l'islam, ce qui lui sera souvent reproché. Il voue même une forme d'admiration à ce saint et qui fait écho en fait à sa propre conversion. Et d'ailleurs, dans l'épisode dont j'ai parlé sur son bateau, etc., il y a un moment où il écrit « J'ai la tentation, et je ne sais pas s'il le fait, mais de crier Ana el-Haq ». Lui-même a ce cri dans le... Et après, même, il raconte à l'hôpital de Bagdad, il a une fenêtre avec des pigeons à côté qui font le bruit des pigeons, enfin des tourterelles, et en fait, il entend « Hac, 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 hac », comme si c'était les pigeons qui venaient lui parler, vous voyez. Enfin, bon. Et s'ensuit donc une période assez radicale de vœux de chasteté, où la substitution devient un peu un mot-clé, tout en désirant le martyr, tout ça entrelacé avec ses travaux sur Hallage. Et à travers la question de la poésie aussi, on voit comment il va composer, dit-il, 1400 vers pour son amant, Luis de Quadra, des vers qui va brûler après coup. Donc on voit lui-même comment il est aussi habité, pétri par une création personnelle et inspiré par ces poètes mystiques qu'il étudie. Et par rapport à ce personnage aussi de Luis, je l'ai mis plus tard mais c'est pas grave, mais c'est vraiment l'idée là du double qui s'appelle Luis et lui s'appelle Louis. Et il y a une forme vraiment incroyable de correspondance entre les deux. Et en fait, parce que je crois que je ne vais pas avoir le temps de dire la suite, mais son double converti à l'islam, son modèle, son amant, mais quelque part son anti-lui. Donc c'est une autre identification importante. Une fois reconverti, il change radicalement de vie, mais s'engage à prier pour le salut de son ami musulman et homosexuel. Et ça, c'est très important. Donc pendant des années, il va entretenir une correspondance qui a disparu, jusqu'à ce que ce dernier se suicide en 1921. Et leur relation permet de mieux saisir l'attachement qu'il mettra à prier pour les homosexuels. À partir de 1929, il va dire quotidiennement une prière pour Sodome, puis des messes mensuelles à partir de 1943, et jetant les bases de la substitution de la Badaliya de ce groupe. En fait, la Badaliya qui va créer en 1934, qui est un cercle de prière qui est là pour le salut des musulmans, trouve ses racines en fait dans son vœu de substitution pour son double musulman et perdu quelque part, et homosexuel donc perdu. Et du coup, il va élargir à partir des années 30 ce vœu à l'ensemble des musulmans, tout en élargissant par ailleurs pour les homosexuels à travers ces rituels, si l'on peut dire, réguliers. Donc avec toute une série de personnes très croyantes aussi. Donc il y a vraiment une intrication très profonde. Sur Hallage, ce qui est important pour revenir sur l'aspect scientifique, c'est qu'il publie sa thèse en 1922, ce qui n'est pas anodin, parce qu'en fait, Hallage a été supplicié en 922 de notre calendrier. Et donc en 1922, et Massignon est très porté sur les chiffres, en fait, très porté sur un peu comme dans le judaïsme, dans la correspondance, dans la numérologie, quelque part, la gématrie, ça s'appelle numérique. Et donc le fait de soutenir sa thèse 1000 ans après Hallage, à mon sens, n'est pas un choix complètement anodin. Et le titre de cette thèse s'appelle La Passion de Hallage. Et là encore, la Passion de Hallage fait directement écho, évidemment, à la Passion de Jésus. Donc c'est une façon aussi de christianiser ce personnage. Donc quelque part, lui s'identifie particulièrement à cette figure de Hallage, donc c'est une forme d'identification dans un premier sens, et en même temps il identifie aussi Hallage au Christ. Donc il y a plusieurs jeux de miroirs. Un autre point que je voulais aussi souligner, en tant que là c'est l'aspect plus professeur, c'est comment en tant qu'enseignant au Collège de France, avec cette citation de l'écrivain Fabrelus,
que je cite, « De sa chair, il cingle les trusts, les souverains, les États molocs avec une liberté souveraine. L'affiche porte qu'il s'agit de droit islamique ou de littérature arabe, mais les rares étudiants qui sont venus s'instruire, les quelques clochards qui sont venus se chauffer à 3 ou 4 amateurs qui vont en Massignon, comme Madame de Sévigné allait en Bourdaloue, entendent une leçon qui, si d'autres l'écoutaient, exposerait son auteur à une demi-douzaine de procès en diffamation et peut-être à l'inculpation d'atteinte à la sûreté de l'État. Il ne cesse de dénoncer le colonialisme. » Donc là, on peut imaginer aussi que c'était une forme de théâtre ouvert, mais aussi de parole complètement libre, dans laquelle, en fait, il fait de cette chaire académique aussi un lieu d'expression libre, mais certainement aussi de sujets aussi très personnels ou justement de prise de position. On pourrait imaginer qu'il y aurait une forme de réserve, mais en fait, pas. Il a, disons, peut-être aussi dépassé ce genre de limites. Donc sa chaire s'apparente à un ministère où il clame fort ses idéaux et sa vision du monde d'intellectuels catholiques engagés. Dans une lettre, il écrira, d'ailleurs je cite, « Ne pas abriter simplement dans ma vie de famille mon activité scientifique et sociale, plus ou moins périssable, mais rester au front jusqu'au bout, comme je l'avais juré à Foucault, faire converger mes sujets de cours avec ma prière pour elles étant les âmes musulmanes. » Vous voyez que là, il dit clairement faire converger mes sujets de cours et ma vocation. Et notamment, il reçoit aussi beaucoup chez lui de jeunes étudiants. Là, il y a énormément de récits de jeunes gens qui vont chez lui, qui racontent comment ils vont voir ce grand maître, qui lui leur raconte toutes ces histoires aussi, et qui sont assez fascinés. Et justement, où suis-je ? Et du coup, j'en profite pour vous faire voir aussi, là, un extrait vidéo. Donc là, c'est ministre Michelet, mais non, c'est juste après. Là, c'est Salah Stétier, si vous connaissez, c'est un Libanais, musulman, diplomate aussi, mais voilà. Vous avez été, durant plusieurs années, durant 4 ans, je crois, l'élève de Massignon. Oui, j'ai été l'élève de Massignon, et ce très grand privilège d'être l'élève de Massignon à l'école des hautes études et simultanément au collège de France. Et je dois dire que ça a été dans ma vie une expérience déterminante, car Massignon n'était pas un professeur. Massignon était ce qu'il faut bien appeler un maître, c'est-à-dire qu'on avait l'impression à son contact qu'il avait les clés de la vie et d'une certaine façon les clés de la mort. Et que le contact avec Massignon était un contact susceptible de transformer radicalement l'orientation d'une vie. Connaître Massignon, c'était d'une certaine façon se convertir. J'ai là un livre que... Là, c'est pour le voir. Qui m'a été donné par une grande dame personne qui m'a donné. C'était son livre de prière, Nétéon. Et vous voyez que les peintures sont exactement mises comme dans les premiers livres enluminés d'Europe. C'est évidemment, il commence à y avoir des formes, mais ce sont des formes presque évanescentes et de la calligraphie. Indépendamment du texte même de la prière, il y a des lettres isolées, ce qui est en effet une des caractéristiques du livre sacré du Coran, qui au début de certaines sourates, a des lettres isolées, parce que pour eux, l'alphabet est le grand art de Dieu. Dieu a créé le monde par des lettres. C'est une idée que les Juifs ont également dans la Kabbale. Et ces lettres représentent des pensées, des idées divines, des types, des noms divins, qui sont abrégés, qui sont représentés par la première lettre. À partir de ce point d'insertion essentiel dans sa vie, comme dans sa pensée, qu'était la sociologie musulmane, Massignon parlait de tout. Et en des termes tels que tout devenait nouveau, que tout devenait à la fois ténébreux et clair. Il avait ce don extraordinaire d'illuminer d'une manière très personnelle, très profonde, toutes les choses dont on parlait. Il avait un regard
qui s'enfonçait à l'intérieur. Ça, je comptais pas le mettre. Mais... Et qui paraissait le transpercer. On avait l'impression que son regard passait loin au-delà de lui, en arrière, se projetait devant. On a l'impression d'une ligne qui le transperçait, et de même sa voix semblait passer à travers lui. La pensée le traversait comme s'il était translucide. Et je crois que ça aussi, ça a été une impression qui est restée dominante chez moi, de l'homme qui parle et qui regarde, mais par les yeux et par la voix d'un être qui est plus intérieur que lui. J'en reste là, parce que sinon tout le film est intéressant. Donc là aussi, ça vient de l'INA, en 67. Donc là, c'est ses disciples, en fait, hein, qui le... Lui, c'était le... Je crois qu'il a été directeur de l'UNESCO. Il est désigné comme anthropologue, justement. C'est Bamaté, Njung Bamaté, je ne sais plus exactement son prénom. Le dernier? Non, lui, oui. Et le premier, c'était Salas Tétier. Oui. Et lui, il s'appelle comment? Bamaté. Oui, mais un anthropologue, pas forcément dans l'université, en tout cas. Parce qu'il était à l'UNESCO. Mais là, j'ai pas noté son nom et j'avoue que j'ai toujours un peu du mal. Il est d'une famille afghane. Bref, en tout cas, là, c'était pour montrer comment ces élèves ont été marqués aussi par cette dimension aussi maître-disciple. Et puis, c'était l'occasion aussi de le montrer. J'accélère vraiment pour conclure. J'aurais voulu parler de son rapport singulier au temps et à l'espace, mais je vais couper. Et pour m'arrêter simplement sur ces carnets dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc là, récemment, avec Bérengère, on a trouvé dans un coffre, vraiment qu'on expose aussi, donc on l'a trouvé en fait il y a quelques années, on a trouvé, c'est un coffre que moi je croyais qui était son, parce qu'il a été ordonné, j'aurais pu le dire, mais il a été ordonné prêtre à la fin de sa vie, c'est quand même important, en 1950, alors qu'il est encore professeur au Collège de France, mais en secret, donc il a une vie sacerdotale qui pour lui est un accomplissement, je comptais en parler juste après, et donc il y a un coffre très beau qui était dans la famille, et on pensait que c'était un coffre de prêtrise, justement, dans laquelle il avait son matériel, de calice, etc. Et en fait, on l'a ouvert plus en détail, et on a trouvé plein d'éléments personnels, et très étonnants d'ailleurs, notamment toute une flopée aussi de petites images de sentiers, donc vous savez, d'images pieuses, de l'encens, des bouteilles d'eau bénite, de l'huile, etc. Donc tout une palette comme ça d'objets de religiosité assez populaire qui peut contraster un peu avec la vision éthérée, mystique du bonhomme. Et notamment aussi dans un gros coin de ce coffre, il y avait tous ces carnets. Et ces carnets, heureusement, il y a la clé que dans ce texte, Notes sur mes conversions, il a un paragraphe sur ces carnets, il explique qu'est-ce que sont ces carnets. Alors là, c'est un mystère et un chantier à venir que je n'ai pas encore décrypté. Donc c'est ces carnets d'examen personnel, comme il les appelle, qu'il a commencé, donc ce n'est pas des carnets de terrain. Et là, c'est vraiment un mystère aussi que je souhaite déchiffrer. Et vous allez avoir la primeur de les découvrir, qu'il tient à partir de 1902, mais jusqu'aux années 30, 20-30 au moins. Et on voit comment, avec une codification et des notifications parfois sibyllines, il note tout. En fait, tout ce qui concerne... Alors voilà à quoi ça ressemble. Vous voyez, là, il y a une table de référence que j'ai trouvée. Vous arrivez à lire ou pas? Ouais. Plus ou moins, ouais, c'est en écriture. Donc, timidité, simplicité. Et en fait, il a toute une... Et on voit comment, on pourrait dire en résumé, comment il traduit sa vie privée, intime, personnelle, et il la codifie d'une façon scientifique. Il la codifie, il met des notes, il se met des plus, il met des moins, il fait des statistiques jour par jour, toute sa vie. Il fait des graphiques par mois en disant à telle époque j'étais plus ci, plus là. Donc pour le moment, j'ai pas encore vraiment tout. Mais et alors il y a des critères. Au départ, c'est son emploi du temps. Il y a même alors faire du dessin, faire du violon pour faire son étude sur Léon l'Africain. Il compte les heures qu'il perd tous les jours. Donc c'est un côté un peu maniaque aussi de voir un truc comme ça. Et à partir du moment où il devient, où il se reconvertit, il continue. Et après, là, il va se baser aussi sur toutes les... Voilà, des vœux. Il y a toutes les... Comment dire? On le voit avant. Il y a les différentes... Je ne sais plus si j'ai noté. Les vertus, charité, pauvreté, etc. Ascèse. Donc, il note de façon absolument quotidienne. Là, c'est plus tard. Je crois que c'est, vous voyez, 1912, je pense.
Là, je crois que ça, je reconnais des abréviations. Donc AKE, par exemple, c'est Anne-Catherine Emmerich. Donc ça veut dire qu'il a dû prier Anne-Catherine Emmerich ce jour-là. En fait, il écrit tout. Et donc ces carnets sont extrêmement intéressants, mais il y en a des pages et des pages et des pages à découvrir. Et à la fin, certains deviennent, il n'y aura plus que des signes à la fin, il n'y a plus de lettres. Il n'y a plus que des plus, des moins, des supérieurs, des trucs. Enfin, c'est quelque chose d'assez que je vous montre et que je vais essayer de décrypter un peu plus que cela, mais qui montre aussi à la fois une complexité personnelle. Là, c'est vraiment sa vie spirituelle qui traduit comme ça, mais qui montre aussi comment on va dire le filtre, ou plutôt le prisme scientifique de faire des statistiques, de compter, de comptabiliser, d'organiser, de cadrer, de référencer, d'étiqueter, finalement il l'applique à sa propre vie intérieure. Bon, du coup j'accélère aussi le rapport à l'espace. Après je voulais parler, mais je l'ai dit un peu sur la Badalia aussi, que c'est et puis le pèlerinage, le livre le raconte assez bien, je ne vais pas m'étendre sur ça. Et en conclusion, donc Juste une question, Anne-Catherine Emmerich, c'est bien la visionnaire d'Éphèse. Oui. Oui. Mais c'est lui-même qui a lancé le procédé pour la sanctification. À la béatification. Ouais, en 1922, justement, en 1922 ou 26, et bien pour Foucault aussi, c'est lui qui a été à l'origine de la béatification de Foucault récemment. Il avait lancé le procès en 1926 ou 28. Et pour Catherine Emmerich, pareil, dans les années 20. Ouais. Donc il a aussi toute une facette aussi. Ah oui, dans tous les sens. Ouais. Mais il invente des lieux, des groupes, des réseaux. Il est ami des papes. Il intercède. Il est aussi. C'est quelqu'un d'assez extraordinaire. Donc voilà, je conclus pour dire que je voulais montrer justement, dans le temps imparti que j'ai dépassé, à la fois l'intrication et entrelacement réciproque entre vie savante et vie privée dans le procès de subjectivation de Massignon. Donc on voit, je pense que quand même sa vie de chercheur, au final, est au service de sa vie spirituelle, tout en se nourrissant d'elle et inversement. Et donc je voulais, et au-delà de ce statut binaire, de ce regard binaire entre science et foi, quelque part, montrer aussi les autres aussi facettes, de poètes aussi, justement, d'écrivains, de soldats ou d'experts. Il y a aussi quelque chose, je pense, des pistes à conduire, mais c'est de la façon dont lui-même se raconte, dans le discours de soi, dans le récit de soi, au fur et à mesure, dans ce qu'il fait toute sa vie, quand il en parle déjà. Claudel, par exemple, je sais quand Claudel a le récit de sa... Ils passent une soirée ensemble, on peut imaginer, ils boivent du thé, Massignon lui raconte sa vie comme il fait avec tout le monde. Le soir même, Claudel l'a réécrit, cette histoire, et en la qualifiant. Donc il y a quelque chose donc dès 1912, et quelque part après il ne va pas cesser de le faire. Donc il y a ce serait intéressant de voir comment est-ce que le récit de soi, justement à la fin de sa vie, quand il récapitule un peu de façon rétrospective sa vie, son expérience, comment est-ce que cela se passe. Il y a tout un lien qui est avec l'argumentaire aussi du programme, c'est le rapport entre le chercheur et l'artiste dans leur création respective. Et je pense que chez Massignon, la dimension artistique justement est importante, on ne peut pas l'oublier. Étant fils de sculpteur, qu'il a été formé dans un milieu artistique, et aussi son amour pour la poésie qu'il a finalement conditionné. Et notamment là je parle de Claudel, leur correspondance est publiée chez Gallimard, etc. Donc c'est quand même aussi une reconnaissance aussi, je crois, littéraire. J'avais quelques mots pour faire le lien avec Paolo Dall'Oglio, justement, parce qu'à l'aune d'un peu de ce travail, on peut se dire aussi que Massignon aurait eu sa place dans ce numéro comme une figure d'exception, non pas comme une figure exemplaire, mais comme une figure justement vraiment assez élargie, et pour glisser cette idée assez critique aussi qui émergeait à la fin de l'entretien vidéo, c'est comment il a été aussi érigé, ou plutôt oui, sur un piédestal, aussi comme un saint. Beaucoup de gens le qualifient de prophète, de saint. Donc il y a vraiment tout un champ lexical, d'une agiographie aussi, à la fois spirituelle mais savante aussi. Donc c'est intéressant. Il y a un entrelacement dans cette tendance-là, en disant mais Massignon aujourd'hui comprend qu'en gros il aurait les clés pour déchiffrer le présent, si vous voulez. Donc ça c'est
quelque chose aussi qui est assez régulier ou récurrent dans les discours. Une dernière idée, c'était je voulais finir un peu par quelques objets sur d'autres types de sources, moins, ce n'est pas une forme d'écriture en tant que telle. Voilà, c'est par exemple cette cage qu'on a exposée au MUSEM, qu'on va exposer à nouveau à Paris et puis ailleurs. C'est très intéressant, c'est une cage qui rappelle à l'âge, et donc avec ce pigeon, cette tourterelle qui fait hac, 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 dont j'ai parlé. Donc c'est une cage qui était dans son bureau, qui est un très bel objet qui vient de Bagdad. Et finalement, on peut dire que les objets peuvent raconter aussi. C'était un peu ma conclusion, une ouverture. Les objets peuvent aussi avoir une dimension biographique quand on peut les documenter, surtout quand ils ont une qualité aussi de vie. Là, c'est des objets aussi qu'on expose, notamment un crucifix particulièrement intéressant, plein de aussi le côté doloriste, c'est des clous. D'ailleurs, on m'a parlé d'un crucifix particulier qu'il avait reçu de je ne sais qui. Il faudrait que je note pour me rappeler. Et là, c'est son chapelet musulman, donc il se baladait sans cesse avec aussi ce chapelet chrétien, chapelet musulman. Là, c'est son Coran qui est très intéressant parce que c'est aussi une mine d'or. Il y a un article qui existe sur ce Coran parce qu'il est annoté. Donc là, c'est l'outil de travail. Hein? Lire les marginales, ne serait-ce que ça te donnera un chapitre. Ouais, ça, c'est très intéressant. Là, c'est le fameux coffre dont j'ai parlé, dans lequel il y avait les carnets et tous ces petits objets. Donc d'huile, de carnet, de croix, vous voyez, tout un peu amoncelé comme ça. Donc, ça, on va en exposer. Et hein? Les poils à cimanges, oui. Les poils à cimanges. Mais là, c'est marocain. Donc je sais pas si c'est un. C'est un peu. Oui, c'est le ceux de Salomon. Et en tout cas, là, je finis juste par cette image. C'est justement comment cela avait été exposé, notamment dans une vitrine au MUSEM, pour montrer que, y compris outre la recherche, il y a aussi l'aspect de rendre public aussi, de faire connaître cette figure au grand public. Ça peut passer justement par le biais de l'exposition, qui est une écriture en soi, par de l'objet, en plus des textes, etc. Et je vous remercie. Merci beaucoup, Manuel. Vraiment formidable, quelle figure, quelle présentation aussi, c'était vraiment extraordinaire. Et alors extraordinaire d'écho avec le programme Vie Savante pour le coup, là j'aurais des milliers de questions, vraiment, ou de remarques, parce qu'il y a des choses assez formidables. Je ne sais pas, peut-être qu'il y a tu dois avoir des choses. Mais on va l'inviter, il nous fera Matignon 2 quand sur les carnets. Quand le livre sortira. Quand le livre sortira, exactement. Voilà. Ça sera un bon prétexte. Donc, puis quand tu seras dans le travail sur les carnets, là, Ouais. parce que là, enfin, il y aurait plein de choses à dire, hein, parce que le travail de comptabilité de soi qu'il met en œuvre, enfin, alors là, il y a nécessairement l'influence du directeur spirituel, parce que c'est pas possible autrement. Le fait de s'examiner, et surtout le côté comptable, c'est-à-dire je suis en plus Examen de conscience. Non, c'est au-delà de ça. Non, mais c'est comptabiliser. Non, je me demande s'il n'y a pas une réflexion sur l'idée qui est très forte en islam de Dieu qui tient les comptes. Ah oui, bien sûr. Oui. Voilà, et donc ce carnet où tout est écrit. Ouais. Et donc, en quelque sorte, se projeter dans l'idée que, voilà, tout est écrit, tout est préécrit, et on ne fait de sa vie que ce qui est déjà écrit dans le carnet de Dieu. Mais en même temps, c'est une façon d'avoir, c'est se donner la gentilité, c'est dire, je vais quand même faire le carnet qui peut-être pourra être, non pas être comparé au carnet de Dieu, mais qui fera de moi quelqu'un qui a prise sur la vie. Peut-être. D'une façon similaire que Dieu a prise sur la vie. Voilà. Peut-être, oui, c'est une hypothèse. Mais désolé, je dois partir, mais tu restes ici jusqu'à 2h30 parce que je saurai pas. On sort, non, on doit être à 2h. On va partir avant. Vous allez partir avant, mais tu reviendras. Je reviendrai, bien sûr, avec plaisir.
Non, c'est vrai, et c'est surtout, enfin, j'ai l'impression qu'il y a quand même deux modes de restitution de l'examen de soi aussi. C'est-à-dire que tu as le mode narratif, que tu as décrit, il raconte, et note sur sa conversion. Et puis tu as un mode qui est celui-là, celui des carnets avec les graphiques, les tableaux de correspondance, etc. C'est une autre façon de s'examiner, qui n'est plus narrative justement, mais qui se combine parfaitement avec l'autre. Et là où Gali a complètement raison, mais il faut aller encore plus loin, c'est qu'il y a effectivement une espèce de pesanteur du destin. On peut l'unifier comme ça en fait. Le Massignon, il a différentes facettes, tu l'as dit, le soldat, le savant, le mystique, etc. Mais il y a quand même quelque chose de tout à fait unifiant là-dedans, qui est cette fascination qu'il a pour une sorte de destin, la manière dont tu as décrit à plusieurs reprises l'espèce de maniaque du repérage du signe annonciateur, c'est assez extraordinaire. Et ça, tu le repères à plein d'endroits. Tu repères des signes. Les pigeons qui parlent, tu sais, quand il fait sa traversée de l'Euphrate, quand il commence ses notes sur ma conversion, je suis né, etc. Et puis les nuages qui annoncent, tu vois. Donc c'est vraiment et ça, c'est un truc qui rentre complètement dans le cadre de la vie savante, c'est-à-dire qu'une façon rétrospective d'unifier, de faire de triompher de la division qu'on peut avoir entre des facettes extrêmement différentes que tu as décrites là pour Massignon, c'est justement de placer sa vie sous le signe d'une forme de destin, de vocation, d'irréversibilité, enfin tu vois. Et ça se voit ici. Alors dans tous les domaines que tu as décrits, on pourrait le montrer. Quand tu dis par exemple le récit de la conversion, qui est fait à la demande à la demande de son directeur spirituel et qui est un support autobiographique. Bon, ça c'est un grand classique, hein, le récit de conversion comme premier modèle autobiographique. Mais pas destiné à être publié. Pas destiné à être publié, ça c'est encore autre chose. Mais quand tu dis par exemple que dans ce récit de conversion, il raconte sa nuit de crise mystique et que les gens qui viennent, les figures plus exactement, qui viennent le visiter, qui servent d'intercession, enfin, sont pour certains d'entre eux, des figures de sa propre biographie, tu vois, c'est vraiment le nœud, parce qu'il y a sa mère en plus, je ne l'ai pas dit. Il y a sa mère, il y a 4 ou 5 adjuvants. Il y a Foucault, Huysmans, sa mère, Hallaj et Salman Pak, qui est un proche du prophète Mohammed, chrétien converti à l'islam. Et donc, qui lui-même, à ce moment-là, je ne l'ai pas dit, mais qui est tenté par la conversion à l'islam, et qui finalement il hésite un peu, et puis il retombe dans le christianisme, mais par l'arabe. Tout est là, quoi. En fait, ça façonne complètement l'irréversibilité ou le destin, puisqu'il fait venir des personnages qui sont déjà là, mais qui devaient être là en quelque sorte pour l'accompagner, et qui finissent de l'accompagner au moment de sa nuit. Alors là, c'est la même chose. Là, il y a toutes les références que tu fais ou qu'il fait et que tu renvoies autour de la fabrication du moment de la conversion humaine, cette nuit mystique. Là, on a toutes les références à la fois du christianisme, c'est-à-dire que la visitation. Voilà, la visitation, la nuit pascalienne, les mystiques, Jean de la Croix et compagnie, c'est le même format, les mêmes termes quasiment. Première filiation. La deuxième, c'est évidemment, c'est toute la mystique musulmane. Enfin, dans toutes les choses que tu as données, on reconnaît et une partie du soufisme, et une partie de la poésie essentielle, Al-Rumi et compagnie, les grands poètes persans. Oui, c'est ça. Tu as vraiment les deux filiations qui se combinent de façon plus ou moins consciente et qui arrivent et qui organisent et qui, quand ça se combine, c'est que il y a une fabrication du destin en quelque sorte. Je pense que c'est construit aussi. Enfin, c'est vécu, après il s'est reconstruit, mais dans le discours c'est... Mais à quel point c'est construit consciemment, c'est ça qui m'interroge en fait, d'après toi. Je pense que c'est Parce que c'est tellement incorporé qu'en fait il va découvrir ou lire des signes ou avoir une rhétorique. Oui, mais après il va tellement le répéter parce que c'est vraiment l'épisode fondateur, hein, il a 25 ans et après il va pendant 40 ans, 60, même 70 ans, 60 ans, il va le ressasser. Donc à la fin je pense qu'il a vraiment eu le temps de le conscientiser. Probablement, oui, c'est vrai. Ça je pense, avec une répétition. Une notion que j'ai pas dite, mais qui est très intéressante et qui faisait un peu le lien avec Jung, lui il parle d'intersignes. Donc il cherche des signes, donc des intersignes et des significations cachées un peu partout. Il y aurait un extrait que j'avais prévu d'écouter, je suis pas sûr qu'on aura le temps, mais très intéressant, de Roger Arnaldez, qui est un islamologue, qui fait une étude sur l'écriture de Massignon assez pointue.
et qui dit notamment, vu qu'il a, et on voit comment sa fascination de l'arabe, même de la philosophie musulmane, pas du tout grecque ni aristotélicienne, pardon, dans laquelle les choses se passent par juxtaposition. C'est la combinaison des mots entre eux qui peuvent créer un sens particulier. Et finalement, c'est une citation que je paraphrase, mais il dit en gros, on peut déchiffrer un texte de Massignon comme on déchiffrerait justement une poésie, justement, avec un double sens, avec des analogies dont il faut avoir des clés pour mieux comprendre, qui sont parsemées de signes, etc., ou d'indices. Et ça rend l'entreprise assez complexe, et c'est pour ça qu'il faut des années pour y entrer, parce qu'au départ c'est assez tout le monde est assez désarçonné pour non, mais c'est vrai que moi je trouve ça absolument fascinant. Tu as le cas Jung, en fait, tu dis Jung, mais même rien que sur le rapprochement entre les deux, il y aurait la matière. Parce que Jung fait, pas exactement la même chose, mais il fait beaucoup de choses qui ressemblent à ce que Massignon fait, en termes d'une part de récit de soi, grosse autobiographie qui pour le coup a été publiée, bon, ça c'est une chose, mais à côté, il avait aussi une pratique Jung d'examen de soi qui n'était pas le coup du graphique ou la notation, qui était le dessin de la cathédrale intérieure. C'est-à-dire qu'il a publié il a plutôt élaboré les manuscrits de façon tout à fait calligraphique, avec des dessins. Le livre rouge, ça a été publié sous le livre rouge, un énorme volume, ils ont tiré ça à peu d'exemplaires, qui est de la pure calligraphie du dessin, qui est une façon qui est un examen de soi d'une manière assez différente de ce graphique. Ouais, graphique. C'est un plan du coup. Alors t'as pas un plan, c'est pas un plan, c'est du manuscrit en vieil allemand, donc t'as une écriture gothique si tu veux, qui raconte, qui de temps en temps raconte, qui la plupart du temps fait une liste de choses faites dans la journée, et en vis-à-vis t'as un dessin qui représente ce qu'il dit être sa cathédrale intérieure, des morceaux de sa cathédrale intérieure. C'est fascinant. Et quand j'apprends, je l'ignorais complètement, qu'ils se sont rencontrés, il y a pour le coup une rencontre qui va au-delà de simplement la discussion. Il y a vraiment un effet de similitude assez étonnant. Avec d'autres personnages aussi, que tu as cités là sur. Je te dis sur la quasi-totalité des points que tu as donnés, il y a. Ça mérite, ça colle bien. Je sais pas, pas monopolité, pardon, Marcel. Clarification biographique. Vous avez donc parlé de son homosexualité au Caire, probablement au temps où il faisait la fête à Paris, etc. Et bon, il a l'air, au moment de sa conversion, de faire vœu de chasteté, je ne sais pas quoi, mais vous avez évoqué une fille, est-ce qu'il a été... Ah oui, c'est ça, oui. Donc c'est vrai que, en fait, dans ce récit de Note sur ma conversion, ce qui est très intéressant, c'est qu'on voit en filigrane, c'est quand même assez discret, mais quand même on lit, et c'est quand même clair, comment son désir subsiste, et d'ailleurs comment il va transmuer ce désir, on va dire, de la chair, en désir mystique, en fait. Et là, en se basant sur Allah, justement, le désir de Dieu va se substituer, en fait, aussi à ça. Et ce qui est très intéressant, et je vais vous répondre, mais c'est qu'on voit aussi dans cette période de la conversion que c'est pas non plus c'est pas non plus du jour au lendemain, mais on voit comment il est hanté, comment en tout cas il a des rechutes, il les écrit, même après la conversion, il continue, donc en même temps il parle de dégoût de lui-même, ça c'est assez violent. On voit qu'il est vraiment meurtri en tout cas par tout ça. Et donc ça va aussi précipiter, je crois, un peu comme beaucoup de convertis, un zèle très très brutal, enfin ou en tout cas très violent même pour ceux. Donc il y a même des allusions à des mortifications, à ce côté doloriste, à se blesser, je crois, de cette culpabilité. Et donc du coup après, c'est très tôt que dès 1909, je pense, ou 1908 ou 1909, que Foucault le retrouve, et ça va devenir un peu son directeur spirituel bis, en fait, si vous voulez, entre un qui l'amène au désert et l'autre qui est celui de la vie parisienne, etc. Et en fait, il va y avoir un peu une dissociation, enfin, il va hésiter pendant quelques années, et en 1913,
il va faire le vœu justement de rester dans le siècle, et là il va décider finalement de se ranger, de se marier. Et il va épouser en fait une de ses cousines, et ils auront 3 enfants, et donc une vie après bourgeoise, classique, et c'est là qu'en fait il va chercher un poste à Lyon d'ailleurs qu'il n'aura pas, puis la guerre éclate, et puis à la fin ce sera le Collège de France. Et d'ailleurs Claudel aussi, quand il se marie, c'est intéressant, dans son carnet, on sait par Claudel écrit Massignon, en gros il dit cet esprit entre guillemets génial, parce qu'il sent il le valorise, dit vient de commettre l'erreur de se marier comme nous avons tous fait, ou un truc comme ça. Enfin, en gros il dit il avait la possibilité de demeurer créatif, ou il dit voilà, il choisit de se ranger, et finalement, mais c'est ça qui va lui donner aussi peut-être le cadre pour durer, et en même temps ça ne va pas l'empêcher non plus à la fois d'œuvrer pour les dépôts de béatification, c'est lui qui est à l'origine aussi de la publication de la vie de Foucault, de la biographie pour le coup par Bazin, par René Bazin qui était académicien, donc c'est lui qui va proposer à Bazin de faire et c'est comme ça que même la figure de Foucault devient célèbre, parce qu'à l'époque personne ne le connaissait, ce pauvre bonhomme et du coup c'est ce livre qui va devenir aussi déterminant. Donc finalement ça va lui donner une emprise sur de nombreux plans. Mais il était donc bien marié, et c'est parce qu'il était marié qu'il a eu une dérogation en 1949 pour être ordonné dans un rite oriental, melkite, catholique, par le pape, qui a une dérogation spéciale pour lui, secrète, pour qu'il puisse être ordonné dans un rite de langue arabe où les prêtres sont mariés. Comme il a déjà des enfants et qu'il est marié. Et du coup, il est prêtre, et donc il dit la messe chez lui tous les matins, en secret, avant d'aller en cours. Quelle est la réception de Massignon par ses pairs, compte tenu de tout ce que vous avez raconté là? C'est un champ que je ne connais pas du tout. Est-ce que son travail est reçu, et bien reçu, parmi ses pairs universitaires? À son époque. À son époque. Ouais. À son époque, je crois qu'il est assez unanimement, dans ce champ de l'islamologie, comme c'est une figure nodale. En tout cas, moi j'ai plus travaillé à la fin de sa vie, donc les années 50. Donc il est là, je crois, pleinement assis, je veux dire, sur sa chaire, et à la fois, donc il n'est pas beaucoup contesté. Mais c'est vrai qu'après lui, il a ses disciples, on a dit Berck, Corbin, tous ces gens-là vont lui succéder. Et Rodinson aussi va vraiment lui le contester. Donc là, après toute cette approche aussi subjectivante, etc., très croyante, qui finalement n'était pas un secret pour personne en fait, qui n'était un secret pour personne plutôt, va lui être reproché. Et notamment cette idée aussi, à force de vouloir concilier, rapprocher islam et christianisme, etc., il y a un peu une confusion aussi peut-être entre l'étude, etc., strictement comme après elle sera clairement posée, et puis puisque du coup, comme on l'a montré, sa recherche est complètement orientée par ses valeurs aussi. C'est-à-dire qu'il va beaucoup travailler sur l'hospitalité, mais quelque part, comme je l'ai dit, l'hospitalité c'est parce que lui-même en a bénéficié, et donc quelque part il a toute une vision lui humaine de ce que doit être, et spirituelle, l'hospitalité. Par exemple, quand il prend position après contre la création d'Israël, ou la déportation des réfugiés, enfin le mot est un peu maladroit, mais disons le déplacement, c'est ça, le déplacement des réfugiés de Palestine, et il va beaucoup écrire sur tout ça, mais c'est vraiment parce qu'il a été lui-même au départ avec les accords Picot, au premier Sykes-Picot, aux premières loges. Donc en fait il y a cette intrication est constante. Et je crois qu'il y a eu plusieurs décennies, on peut dire entre les années, là c'est assez vague, mais entre les années 60 et maintenant les années 2000, ou fin des années 90, au début des années 2000, une période assez de remise en question, légitime, je crois. Et en même temps, depuis une dizaine d'années, là, il y a un regain d'intérêt aussi de se réintéresser à ce type de figure, et notamment dans sa complexité, dans ses contradictions, c'est ce que je fais d'ailleurs, de montrer qu'il n'y a pas de vérité particulière, mais en tout cas de montrer comment ces savants, ou celui-là en tout cas, est à la croisée de multiples chemins.
Mais peut-être hors des disciples directs, parce que tu disais qu'il avait une correspondance avec Van Genep, par exemple, Ouais. avec Dumézil. Alors, moi je m'interrogeais, est-ce qu'il correspondait aussi avec son collègue du Collège de France de l'époque, qui était Mauss Et non, justement, ça, je sais pas. parce que Ouais, ouais. ça. Voilà, sur le Dumézil ce que j'ai eu de Dumézil, et il faudrait donc du coup approfondir, c'était vraiment un secteur que j'ai cherché très précis, mais c'est quand il est sollicité lui pour les 7 dormants, justement, parce que là c'était mon sujet de thèse. C'est-à-dire qu'en fait, sur Van Genep, il va lui demander, dans le folklore français, que vous étudiez. C'est ça la connexion avec Van Genep. C'est des connexions, non, c'est des connexions là purement. Instrumentales quasiment. Ouais, de collègues, de références. Et d'ailleurs, on voit là qu'il a un réseau élargi, parce que pour les 7 dormants, qui est ma thèse, mais on voit comment il inonde en fait tous ses contacts en Turquie et ailleurs, en Russie, partout. Tous les gens qui sont dans ces champs-là, de leur dire est-ce que vous avez des éléments sur tel mythe, sur telle légende, sur tel lieu, qu'est-ce que vous connaissez en Afghanistan, etc. Donc là, il rassemble. Et Dumézil lui répond aussi pour les 7 dormants, je crois, mais par rapport au. Je sais plus vraiment à quel. Sur l'Asie centrale, etc. Oui, c'est les problèmes du Dumézil et les mondes caucasiens. C'est ça, c'est ça. Ouais. Donc, mais ce qui est intéressant, c'est de voir comment, en tout cas, même là, on l'a un peu décelé dans la vidéo, c'est comment il a une espèce de. Il jouit un peu d'une aura. Et même c'était même étonnant quand j'ai réécouté ça hier dans le train, mais l'animateur radio, devant lui, l'encense comme quelqu'un de plus que génial, quoi. C'est-à-dire, il dit, il est en train de lui. Donc c'est quand même assez étonnant de dérouler un tapis. Enfin, c'est très. C'est peut-être un peu exagéré d'ailleurs à ce moment-là. Et donc après lui, certains ont continué cette vision un peu hagiographique, et puis d'autres se sont complètement démarqués. Peut-être aussi le scientisme anthroposociaux des années Ouais. 60-70. Ouais. Lévi-Strauss en C'est ça. particulier. Ouais, à mon avis, ça c'est pas du tout. C'était plus du tout ça. La mode à Massillon. Ouais. Oui, parce que lui, il est dans cette époque orientalisme, justement, les fameux explorateurs, il en est aussi à sa manière, dans sa jeunesse, les explorateurs les fameux explorateurs haïs par Lévi-Strauss. Voilà. C'est formidable, on pourrait parler longtemps. Ouais, mais tu dois commencer à avoir faim. Ouais, mais on peut continuer si on va déjeuner. On peut continuer à parler en mangeant. C'est pour ça.